recherche à l'université Gustave Eiffel. Voilà. Voilà. Éric de Mazoin. Donc je travaille beaucoup avec Jean-Pascal. Voilà. Et on a monté une structure, je sais pas si j'en ai parlé. On a monté une structure ensemble. Oui, non, il n'avait pas parlé de la structure. Voilà. Et moi j'enseigne à Aix-Marseille Université en sciences de l'éducation et en innovation de l'éducation à Angers. Oh, bah super. Voilà. On a un profil en neurosciences et en sciences cognitives. Donc on va s'entendre. Donc, mais par contre, je peux, parce que j'avais prévu de faire la différence entre vigilance et attention, fatigue, sommeil, de manière très généraliste. Et après, je voulais parler des différents types institutionnels, bottom-up et top-down. Donc, si vous voulez prendre la main sur des trucs, vous pouvez. En complétant, peut-être, on verra dans les échanges. Les automatismes aussi, comme vous parlez des automatismes. Cognitif De l'affect de l'activité de conduite à dépendre automatisé, contrôlé. Je vais en parler, mais après, je peux en parler parce que c'est à l'histoire. Oui, je pourrais parler de ça. Voilà, si vous l'avez. Voilà, donc moi, une fois que j'ai parlé d'inhibition, je vous laisse la main. Ça va faire des deux types de contrôle à l'attention. Après, parce qu'après, l'idée, c'est d'intervenir sur les seniors, mais je peux aussi, je suis à l'aise. Il m'a dit que vous êtes un spécialiste des seniors. Oui, ça, bonjour, moi je me présente, je suis François Poularet, je suis coordinatrice sécurité routière pour le Rhône. D'accord. Et c'est juste parce que c'est ma collègue qui va vous envoyer un petit mail. C'était pour les frais. Donc on a préparé, voilà, on ne savait pas trop. Autrement, oui, souvent, parce qu'en fait, j'ai fait un cursus universitaire à l'AMBES en sécurité routière. Eh bien, bonjour à tous. Donc, j'ai le grand plaisir de vous accueillir pour ce dernière intervention de la Semaine sécurité routière au travail, organisée par le Club Entreprise Sécurité routière pour le département du Rhône. Donc aujourd'hui, cette table ronde, cette conversation d'exception est faite en live, mais également en distanciel, avec un chat, et vous aurez donc la possibilité de poser toutes les questions qui seront nécessaires et qui vous sembleront utiles. Nous déroulerons ici toute une série de questions, mais n'hésitez pas à poser les vôtres. Alors, tout d'abord, je vais laisser les différents protagonistes de cette table ronde se présenter. Je vais les présenter en premier. Et puis,
à eux aussi d'expliquer ce qu'ils font. Alors, tout d'abord, donc, nous accueillons dans cette table ronde Monsieur Jean-Daniel Montéjourdan, directeur de cabinet du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Monsieur Montéjourdan. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous. Donc je vous salue tous, aussi bien vous, Madame la Secrétaire Générale, que les représentants des différentes entreprises qui sont avec nous, les professeurs qui ont bien voulu venir partager leur savoir et leur expertise avec nous, la direction de la sécurité routière qui est avec nous en ligne. Je souligne à ce propos que nous sommes le dernier jour de la semaine de la sécurité routière en entreprise. Donc, pour le Rhône, c'est une belle manière de clôturer l'exercice. Et donc, pour me présenter plus précisément, donc je suis le directeur de cabinet du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône. Et parmi mes attributions, j'ai la sécurité routière. Je suis le référent sécurité routière pour le Rhône, chef de projet sécurité routière. Voilà. Merci, monsieur. Éric Demazouin. Bonjour à tous. 1, 2. Ça marche, excusez-moi. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Éric Demazouin. Moi j'enseigne les sciences de l'éducation à Aix-Marseille Université. J'ai créé un cursus universitaire avec Christine Pouplimont il y a une quinzaine d'années qui va du L1 au master en sécurité routière. C'est une des activités. J'enseigne aussi à Angers les neurosciences de l'éducation. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une partie de mes activités. Après, je fais de la formation. Pour la DSR, j'ai participé à la création du RMC. J'en ai écrit certains articles. J'ai travaillé sur le post-permis, sur les réformes des différents métiers d'enseignement. En ce moment, je travaille beaucoup à l'étranger. Je suis en train de mettre en place la formation des enseignantes en Arabie Saoudite, puisque les femmes ont accès au permis de conduire, au Bahreïn, au Maroc. Je fais aussi la réforme des métiers d'enseignement, donc dans différents endroits. Voilà ce que je peux vous dire. Catherine Gabaude, directrice de recherche à l'Université Gustave Eiffel. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, je suis directrice de recherche en psychoergonomie. En fait, j'ai une thèse de neurosciences. Ensuite, j'ai fait une habilitation à diriger des recherches en psychologie cognitive. Et j'ai toujours travaillé en observant sur le terrain les comportements des personnes, des conducteurs ou des piétons. Voilà. En 2019, j'ai eu la chance de coordonner un ouvrage publié par l'IFSTAR à l'époque, qui est devenu Université Eiffel depuis, un ouvrage en sécurité routière où les chercheurs qui publient des travaux en sécurité routière traçaient un bilan et des perspectives. Et je l'ai coordonné avec Laurent Carnis et Marilyn Galen. C'est parfait, merci beaucoup. Merci à tous les trois d'être là. Alors, pour ma part, je serai la madame loyale, on va dire, de cette action. Donc, je suis Florence Dufour-Ferrara, je suis la secrétaire générale du club entreprise, sécurité routière pour le département du Rhône, et je suis également maître de conférence ici, à l'Université Lyon 3. Et nous avons la chance d'être accueillis aujourd'hui et d'avoir une grande partie de l'organisation de cet événement qui est fait grâce à l'IAE Lyon, qui est notre partenaire au niveau du club entreprise depuis plusieurs années aujourd'hui et que nous remercions vivement pour leur accueil et leur organisation. Sur la structure de cette table ronde, la table ronde va être organisée en deux parties, jusqu'à 11h30, on va dire à peu près. Nous aurons donc la série de questions-réponses que nos experts vont se faire un plaisir de nous répondre et d'argumenter. Et ensuite, nous aurons le plaisir de faire signer 2 avenants pour le club entreprise, 2 signatures de charte, en l'occurrence SNCF et Bouygues Bâtiment Sud-Est. On est d'accord, voilà, exactement. Qui réitèrent leur signature puisque leur organisation a un petit peu évolué, j'ai cru comprendre. Voilà, donc nous ferons cette signature sur la dernière partie et nous les remercions grandement de s'adjoindre à cette cause qui, pour moi, depuis très longtemps, est une grande cause nationale. Dans la salle aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui représentent le comité de pilotage du club entreprise, mais également les directeurs qui sont impliqués dans cette signature et que je laisserai tout à l'heure se présenter pour la signature. Bien, eh bien nous allons démarrer directement par la table ronde. L'idée ici, c'est que nous commencions à parler ensemble des différents éléments qui sont
qui sont l'objet même de notre rencontre aujourd'hui. Monsieur Montet de Jourdan, est-ce que vous voulez avoir l'amabilité de faire l'ouverture de cette table ronde? Bien volontiers. La première chose que je voulais vous dire, c'est que, comme vous le savez, la mortalité et les accidents de la route sont malheureusement toujours une réalité à laquelle nous sommes confrontés en dépit de la crise sanitaire que nous traversons. Si le trafic routier a significativement baissé au cours de l'année 2020, et les chiffres en attestent par rapport à 2019, la diminution des accidents et notamment les indicateurs accidents blessés, tués ont diminué d'une manière moins que proportionnelle. Notamment parce que nous avons été confrontés à un certain nombre de grands délits de vitesse, en particulier après la première phase du confinement, c'est-à-dire à la fin de l'automne l'année dernière, où les gens, une fois que le premier confinement a pris fin, ont repris de mauvaises habitudes. Et comme il y avait moins de trafic, ils se sont dit la route est à nous. Et donc là, on a assisté à un certain nombre de comportements irresponsables. Et puis ensuite, avec les différentes mesures qui ont suivi, confinement, couvre-feu, déconfinement, enfin jusqu'à aujourd'hui, on a continué, ce que je vois quand j'échange avec les forces de l'ordre, à constater qu'on avait des comportements pas responsables. Quand on fait l'analyse de notre accidentologie avec le Bureau de la sécurité routière, mois par mois, on constate que c'est vraiment les problèmes de comportement, bien avant les questions d'infrastructure, par exemple, qui sont à l'origine de la majeure partie des accidents. Alors, ça intéresse tout particulièrement les entreprises, parce que, comme pour tous les accidents de la route, il y a évidemment, et c'est à ça qu'on pense en premier, qu'on veut éviter un coût humain, mais il y a aussi un coût économique. Les accidents de la route, ça fait perdre chaque année au niveau national à peu près 4,1 millions de journées de travail. Donc ça a un impact significatif, et c'est aussi une des motivations qui préside à la réunion que nous avons aujourd'hui. S'agissant des perspectives, maintenant que nous voyons l'horizon s'éclaircir en termes de crise sanitaire pour ce qui concerne la préfecture, nous allons pouvoir reprendre nos actions de prévention. L'année 2020, je ne dirais pas qu'elle a été perdue, mais enfin, on a été essentiellement sur des actions de communication et puis de contrôle. Mais la prévention, les actions concrètes, en particulier auprès des jeunes, auprès des publics professionnels, auprès des seniors, auprès des cyclistes également, je liste les différentes catégories sur lesquelles on travaille, c'est quelque chose qui va à nouveau pouvoir nous occuper. Voilà ce que je voulais dire à titre liminaire. Merci beaucoup. J'ai plus de... Si, c'est bon. Merci beaucoup. Effectivement, je vais rebondir sur ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, vous avez parlé de comportement. D'accord ? Comportement, c'est l'objet même en fait du travail du club depuis de nombreuses années. Et quand on parle de comportement, il y a un facteur qui est souvent un grand oublié, c'est le facteur fatigue et vigilance. C'est quelque chose que les médias ne citent pas bien souvent. Comme un tabou, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être fatigué, on n'a pas le droit d'en parler. Or, c'est un véritable facteur. C'est aujourd'hui quelque chose dont on doit parler en entreprise. On parlait hier notamment avec des collègues sur la formation ISRE, intervenants de sécurité routière en entreprise, que la pyramide des âges notamment évoluait beaucoup dans les entreprises. Et effectivement, il faut aussi parler de cette notion de on ne conduit pas de la même manière quand on a 60 ans que quand on en a 20. Ce n'est pas les mêmes facteurs, ce n'est pas le même type de choses. Et dans les entreprises, cette notion de fatigue et de vigilance est très importante. Je pense que vous me rejoignez tous les trois. Voilà. Donc aujourd'hui, l'objet même de notre conversation d'exception, je tiens à l'appeler de cette manière-là parce qu'on a effectivement 3 personnes exceptionnelles avec nous sur cette table ronde, c'est pourquoi nous surestimons nos capacités sur la route tout en, je vais y arriver, en sous-estimant le risque. D'accord ? Pourquoi on surestime nos capacités tout en sous-estimant le risque ? Ça, c'est vraiment la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Donc, pour démarrer cette conversation, je vais laisser la parole à Éric Demazouin, qui va peut-être déjà nous expliquer certaines différences, certaines définitions. Quelle est la différence, Monsieur Demazouin, entre vigilance, fatigue, somnolence, épuisement même, d'accord ?
Et comment est-ce qu'on peut définir tout cela? Alors, je vous laisse la parole et je vais m'asseoir. Je vous remercie. Alors, donc déjà, avant de définir ces concepts-là, on est face à un problème. L'entreprise, les représentants que vous êtes des entreprises, n'avez pas envie que vos salariés aient des accidents, vous avez envie que vos salariés soient éveillés, attentifs. Et on a le choix, l'habitude de pouvoir travailler par la répression ou par l'éducation. Les deux sont nécessaires et se cumulent. Sur ce qui concerne ces aspects-là, il n'y a pas de réglementation qui interdit à un conducteur de conduire non attentif ou fatigué. D'ailleurs, nous, souvent, ça nous arrive de prendre la voiture en étant un peu fatigué ou en étant des fois un peu somnolent. La réglementation prévoit bien effectivement que quelqu'un qui a des problèmes de somnolence permanent ou récurrent, certaines maladies, on puisse leur interdire de conduire. C'est l'arrêté de 2005 qui parle de ça. Mais il faut encore que le préfet soit au courant de ces maladies-là. Et on ne peut pas empêcher quelqu'un de ne pas être attentif. Ce qu'on peut, c'est le sanctionner s'il y a des conséquences à son manque d'attention. Donc ça veut dire que ces problèmes-là ne peuvent être traités que par l'éducation, la prévention et la formation. Il ne faut pas attendre de l'État de pouvoir régler ce problème-là, ou là il faudrait légiférer dans ce sens-là. C'était juste... donc du coup, la part qui vous incombe, c'est bien d'accompagner cette information-là et ces changements-là. Alors, pour revenir sur quelques concepts, donc vous me compléterez s'il faut. Donc, j'ai juste prévu... voilà, on va faire la différence sur différents aspects. Excusez-moi, je ne maîtrise pas encore très bien la petite zapette. Donc, déjà, on va parler de rythme biologique. Il y a des rythmes sur la Terre, des rythmes des saisons, bien qu'en ce moment, des fois, on se pose des questions, mais on a des rythmes. Et le corps humain a aussi des rythmes. On a des rythmes qui durent, qui se reproduisent en 24 heures, toutes les 24 heures. On appelle ça circadien, c'est-à-dire autour d'une journée circadienne. C'est par exemple le cas de la vigilance, on le verra après. Hein. C'est le cas du sommeil. À ce propos, on sait, alors pas en France, il n'y a pas eu d'études françaises, à ce que je sache, mais on ssait qu'au Canada, aux États-Unis, en Australie, si je travaille de nuit, c'est-à-dire que si je vais attaquer ou mal fonctionner ces rythmes biologiques, on sait qu'on perd en moyenne 10 ans de vie en général quand on travaille de nuit. Donc, on peut supposer qu'en France c'est la même chose, mais comme je n'ai pas vu d'études françaises là-dessus, mais dans les pays qui ont fait ces études-là, le fait de travailler la nuit, donc juste de ne pas respecter ces veilles, hein, qu'on appelle ces rythmes circadiens, ça attaque le corps humain, ça attaque notre mortalité. Donc, oui. Par exemple, les personnes qui font le 3-8, ils sont concernés complètement par ce genre de choses-là ou... Alors, dans les pays qui ont étudié ça, oui. Je suppose que les Français sont identiques, mais je vais m'appuyer uniquement sur ce que j'ai pu lire comme étude. Mais effectivement. C'est-à-dire que, vous savez, ces rythmes-là sont ancrés en nous. Là, on fait des expériences en ce moment hors temps. C'est-à-dire qu'on met des gens dans une grotte, température, tout ça. Ben, on sait que le rythme biologique, sommeil, éveil, est d'environ 25 heures. Donc ça veut dire qu'on est proche du rythme que nous avons dans la vie de tous les jours. D'accord ? Avec des conséquences qu'on va voir tout à l'heure aussi. Les gens ont des dettes de sommeil phénoménaux. En fait, la problématique et le paradoxe que vous me demandez de travailler, c'est que nous sommes dans une société où on est de plus en plus incité, on est de plus en plus connecté, de plus en plus stimulé. Sur la route, ça peut être des panneaux, la radio, les écrans, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Alors les écrans, on les a réglementés. Hein, on a des réglementations pour les écrans, téléphones, tout ce qu'on veut. Le reste n'est pas. Et on demande aux gens d'être attentifs à certains moments, d'être en éveil. Et, oui, donc c'est paradoxal. Comme à un moment donné, sur la vitesse, il y a une vingtaine d'années, où on voulait tous un débit le plus important sur Internet, avoir le train le plus rapide, et on dit aux gens de se calmer sur la route. Donc le message de la société, il est un peu paradoxal. Un avis ? En fait, ce qui est important à entendre, c'est ces phénomènes d'addiction qu'on peut avoir, et de se dire de respecter les cycles biologiques naturels. Et la fatigue, en fait, elle vient s'installer quand ces cycles ne sont pas respectés, qu'il y a une dette de sommeil qui se prolonge. Et c'est vrai qu'avec les nouveaux modes de vie, cette problématique des addictions, addiction à l'écran, addiction à la surstimulation. Avec toutes les visios qu'on a eues, voilà. Par exemple, nouvelle vie. Les nouvelles vies font que on est moins attentif à ces cycles et à ces besoins.
Un paradoxe, c'est que ces périodes de confinement aussi, où le télétravail s'est invité à la maison, voilà, on voit que des salariés n'arrivent pas à décrocher du travail, donc c'est l'addiction au travail, l'addiction aux écrans, ça demande un contrôle de la part de chacun sur le contrôle de son bien-être et de ces équilibres-là, et de ne pas laisser s'installer cette fatigue qui est sournoise en fait. Monsieur Bontejour. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit ab initio. Quand on débriefe les accidents de la route, ce que l'on fait pour chaque accident mortel, avec les forces de l'ordre, le maire de la commune où cela s'est passé, etc., on a des causes qu'on arrive à catégoriser sans aucun problème. Consommation de stupéfiants, consommation d'alcool, environnement, visibilité, vitesse, utilisation d'un téléphone. Grâce au bornage rétrospectif, on peut savoir si la personne était en train de téléphoner. En revanche, il y a bien un angle mort. On est bien en peine de dire s'il y avait simplement un problème d'endormissement, si personne n'était avec la personne qui a eu l'accident. Là c'est vraiment un angle mort. C'est la première réflexion. Et la seconde, en termes de réglementation, autant on peut définir relativement facilement une réglementation, et c'est ce qu'on fait sur la consommation d'alcool, encore plus la consommation de produits psychotropes, la visibilité, l'entretien de son véhicule, le contrôle technique. Plus timidement, on voit bien qu'il y a encore pas mal de réticence, la consommation des médicaments. Autant il y a une limite qui est difficile à franchir, c'est celle de la responsabilité personnelle sur les questions d'endormissement. Alors, d'endormissement lié, je veux dire, à une fatigue importante. En revanche, puisqu'on est dans le cadre des entreprises, on peut prévoir des dispositifs dans les plans de prévention des entreprises avec des préconisations, des bonnes pratiques. Ça existe dans le transport routier. C'est vrai que j'évoquais pas le transport routier, il y a quand même aussi des chronotachygraphes pour vérifier les périodes de repos. Il y a cet élément-là. Mais on peut aussi avoir les plans de prévention qui peuvent être une piste pour réguler ce que ne peut pas faire l'État. Vous avez tout à fait raison, effectivement. Et puisque vous parlez d'analyse accidentologique, il se passe exactement la même chose en entreprise quand on travaille sur une analyse accidentologique et qu'on peut classer les facteurs en véhicules, environnement, conducteur, organisation, réglementation. Et c'est vrai qu'il y a des zones sombres, il y a des zones qui sont très difficiles à déterminer, à spécifier, à préciser, et notamment la partie conducteur et organisation, c'est-à-dire ce que la personne est et comment les choses sont organisées. C'est très difficile de trouver des actions préventives et correctives, puisque c'est bien là-dessus finalement qu'on peut aujourd'hui en comportement avoir, on va dire, un levier, mais qui est très difficile, effectivement. Je vous en prie. Je voudrais juste rajouter ce que je vais avancer, c'est bien sûr à l'absence de consommation de produits. C'est-à-dire qu'il faut bien imaginer que tout ce qu'on va faire en plus, si on prend des hypnotiques, parce que je préfère des somnifères, si je consomme de l'alcool, du cannabis, tout un tas de produits, ça va augmenter le problème. Alors, pour continuer là-dessus, donc, on a appris en fait, les rythmes circadiens, c'est par exemple, c'est le sommeil. Oui, c'est le sommeil. Le sommeil, ça nous arrive une fois toutes les 24 heures. On a des rythmes ultradiens, c'est-à-dire qui se produisent plusieurs fois dans la journée. C'est le cas, par exemple, on le verra, de l'attention. On peut être attentif à plusieurs moments dans la journée. Et les rythmes infradiens nous concernent très peu. C'est des rythmes qui sont supérieurs à 24 heures. Le plus connu, les menstruations, qui sont, si je ne me trompe pas, tous les 28 jours à plus ou moins jours près. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est de faire la différence entre la vigilance et l'attention. La vigilance, je dirais, c'est être éveillé. Par exemple, un vigile dans une entreprise, c'est quelqu'un qui reste éveillé pendant que nous on dort, il va surveiller l'entrée, ainsi de suite, à la base, à l'origine. Et donc, être vigilant, c'est d'être éveillé. Et on confond souvent l'intention vigilant. En voiture, on peut dire soit vigilant, c'est-à-dire que la vigilance, c'est être éveillé. Et donc, les problèmes de vigilance entraînent des problèmes d'endormissement sur la route, avec les accidents qu'on peut avoir. D'accord ? L'attention, c'est un peu autre chose. Bien sûr, il faut qu'on soit éveillé, mais c'est pour moi la mobilisation de toutes nos fonctions cognitives et de tous nos sens. C'est en même temps l'orientation.
Par exemple, je peux être attentif à, je sais pas moi, à un panneau parce que je le cherche. Je peux être attentif à la discussion que j'ai avec une personne ou quand j'écoute la radio. Et le problème qu'on va avoir lorsqu'on est trop attentif, par exemple, on peut avoir ce qu'on appelle des formes de cécité cognitive, c'est-à-dire qu'on peut carrément ne pas entendre ce qui se passe. Par exemple, je suis à la radio, je vais écouter la météo, parce que c'est le week-end qui arrive, et au moment sur la route où je circule, il se passe quelque chose de particulier, ben, j'ai carrément zappé l'information de la radio, parce que mon attention s'est privilégiée sur autre chose. Alors, ça nous est tous arrivé, ou des fois, quand je travaille, ma fille m'appelle, et elle est obligée de m'appeler Eric et pas papa, parce que je ne suis pas dans un mode d'écoute, et je n'entends pas tout ce qui se passe. D'accord ? Donc, je voudrais bien qu'on fasse la différence entre la vigilance, qui est plutôt un état d'éveil, avec des variations. Donc, je vous ai préparé effectivement. Alors, j'espère ne pas me tromper. Donc, je dois appuyer là-haut et je dois aller ici. Hop. Ah, bravo, je suis arrivé. Ça va. Et donc, bon, c'est très simplifié, bien sûr, hein, mais dans la journée, on n'a pas le même état de vigilance. Donc, si j'ai mes salariés qui sont dans le creux de la vigilance, par exemple, alors je dis pas de bêtises, hop, je rappuie bien. Non, je suis pas, je vais me tromper. Hop, c'est ça. Voilà. Si je suis dans les creux, par exemple, il y a des creux, par exemple, on va dire entre 11h, 14h, ça dépend les personnes. Donc vos salariés qui travaillent à ce niveau-là ont plus de risques, effectivement, de s'endormir. Si c'est la nuit aussi, on a des. Ce qui est paradoxal avec les neurosciences, c'est qu'on a pu démontrer qu'on a des zones d'éveil assez élevées en fin d'après-midi, par exemple. Et on devrait presque prévoir un enseignement à la fac, donc dire, ben, allez, à midi, on arrête, on fait une pause jusqu'à 17h, et on travaillera de 17h à 20h30, 21h. Si on respectait nos rythmes. Hein. Je pense qu'il faut proposer ça. Voilà. Mais vous imaginez le salarié, là, ça va être compliqué pour vos salariés. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, ce qui vous incombe, c'est aussi l'organisation. Quand on a le choix à faire partir quelqu'un en début d'après-midi ou en fin d'après-midi, on a plus de risques d'endormissement si on est dans les périodes. C'est pas que le repas, parce que souvent on dit que c'est le repas qui entraîne cette baisse de vigilance. Ce sont des rythmes biologiques et qui nous sont propres à l'espèce humaine. Alors bien sûr, des fois, ils vont être plus ou moins déréglés, plus ou moins bien réglés en fonction de nos habitudes de vie, parce que toutes nos habitudes de vie vont modifier tout ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est donc la vigilance, c'est bien cet état d'éveil, cet état de veille, et avec donc des fluctuations dans la journée. Alors que l'attention, c'est vraiment, on pourrait presque dire à synonyme, je me concentre. Hein, on verra ça après que c'est pas vraiment comme ça, mais je me concentre sur un aspect bien particulier. Qu'est-ce que vous diriez ? Sur ces aspects-là, en fait, avec le Prédit, donc c'est un programme de recherche en sécurité routière dans les années autour de 2010. On a écrit 2 livres blancs et on a volontairement séparé ce qui touchait de la somnolence au volant des défauts d'attention au volant. Et pour rebondir sur les concepts un peu flous qui nous sont présentés, en fait, c'est de se dire ces fluctuations de vigilance, en fait, ce qui importe, c'est que quand on n'est pas vigilant, on devient somnolent. Et la problématique de la somnolence au volant est complètement différente de celle des défauts d'attention au volant. Quand on est complètement éveillé, on peut avoir des défauts d'attention qui peuvent être de 2 natures différentes. Soit c'est lié à de la multi-activité au volant, je fais plusieurs choses. Je gère mon autoradio, je gère mon téléphone, je gère des salariés. Souvent veulent faire leur travail dans des bonnes conditions et on est soumis à des stress et se disent, ben tiens... je vais appeler un tel ou gérer tel rendez-vous parce que ça me met une pression. Et c'est aux salariés de gérer les priorités en se disant est-ce qu'il est sage de le faire ou de ne pas le faire. Et c'est un peu le libre arbitre de chacun. Donc ça, c'est la multi-activité au volant. Mais de temps en temps aussi, l'être humain il fait comme ça, notre cerveau a besoin de travailler et on va partir dans du vagabondage de la pensée. On rumine, et là aussi, on se décroche de l'activité de conduite de manière inconsciente. Donc c'est important d'avoir cette notion. Dans les défauts d'attention, ils sont de 2 types. Et le vagabondage de la pensée a des conséquences importantes sur la sécurité routière. On a montré avec des collègues que le risque d'accident était multiplié par 3 quand les gens étaient en période de divorce, de deuil, parce qu'on est en proie à ses pensées, il y a des ruminations et notre attention n'est pas pleinement allouée à la conduite. Et que la charge émotionnelle aussi est très impactante sur
sur l'activité cérébrale. Complètement. Voilà. Alors les émotions, c'est autre chose qui vient percuter le fonctionnement cognitif. En fait, notre cerveau a l'habitude d'essayer de gérer, d'être attentif, et puis de temps en temps, sous le coup d'une émotion, toute la rationalité des décisions qui pourraient se prendre va tomber. Voilà. Mais c'est aussi le coup de la colère au volant. Voilà. Donc, si je résume, avant que de repartir sur vos explications, Monsieur Demazouin, on peut être vigilant, mais pas attentif, fatigué, mais pas avoir sommeil. La fatigue, je la définirais comme dépense d'énergie physique et psychique. Ou psychique. Voilà. Donc, par exemple, si moi je me mets à courir, vous avez peut-être vu mon volume, je vais rapidement m'arrêter parce que je vais être fatigué. D'accord ? Et donc, je vais me ressourcer, me reposer, marcher et suivre les amis qui sont peut-être en train de courir. Donc, la fatigue, elle nécessite un arrêt. D'ailleurs, la sécurité routière vous demande de faire, entre guillemets, une pause toutes les 2 heures. Ça dépend bien sûr de l'état de fatigue, de l'âge, de l'habitude de la conduite, enfin, toutes ces variables qu'il y a. Alors que lorsque j'ai sommeil, c'est dormir. On s'arrête sur un arc de repos, si on le peut, ou on va à l'hôtel, et là, effectivement, on dort. On fait ce qu'on va dire une sorte de micro-sieste, 20 minutes ou un cycle d'1 heure et demie, mais voilà, donc c'est pas les mêmes conseils, c'est-à-dire que les gens confondent sommeil et fatigue, et c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes réactions. Hein. Le simple fait de conduire, c'est une tâche, ça fait partie de vos questions, le simple fait de conduire, c'est une tâche psychique importante. Regardez quand vous êtes dans des bouchons, qui ne vont pas tarder, parce que je sais qu'à Vienne, là, il y a des gros bouchons sur le péage. Quand on a des fois, tout mon déplacement ex-Lyon, où j'ai des bouchons, où on me demande déjà donc d'être en permanence sur mon embrayage. La fatigue aussi, de voir les gens qui vont se rabattre, ainsi de suite. Donc c'est vraiment une vraie dépense. On est content d'arriver, et voilà, pour se reposer, pas pour dormir. Une monopolisation de l'attention. C'est ça. Voilà. On est d'accord. Et donc là, ça entraîne la fatigue. Bien sûr qu'on peut être fatigué et avoir sommeil, on peut avoir les deux. D'accord ? Voilà. Mais on peut très bien avoir une bonne hygiène de vie et donc ne pas avoir sommeil, mais par contre être fatigué de la conduite. C'est le cas, par exemple, des jeunes conducteurs. Quand vous avez donc des jeunes conducteurs que vous voulez d'embaucher dans l'entreprise, il faut normalement, c'est parce qu'ils ont un permis de conduire, qu'ils ont grosso modo, on considère qu'il faut minimum 18 mois de conduite pour développer ce qu'on va appeler tout à l'heure le bottom-up. Lorsque j'ai travaillé sur le post-permis qui permet de réduire l'approbation, donc le permis probatoire, on s'est limité pour les AAC à 18 mois parce que c'est le minimum qu'il faut pour pouvoir arriver à développer un petit peu ce bottom-up. Je vais expliquer ça après. Hein. Vas-y. C'est un peu... Je vais l'expliquer après. Ouais. En fait, l'activité de conduite, c'est une activité experte. On apprend tout au long de notre vie. On commence jeune conducteur et on met en place des automatismes. Et l'intérêt de ces automatismes, c'est qu'ils demandent moins d'attention. Donc un conducteur novice, la conduite va être exigeante parce que ça va demander de l'attention. Et plus il va prendre de l'expérience, plus il y a des pans de son activité qui vont s'automatiser. Et du coup, ça va libérer de l'attention pour faire autre chose. Et c'est là où ça peut être sournois, parce que du coup, on a ce sentiment de surconfiance, de savoir-faire, les automatismes sont là. Mais en cas de survenue d'un événement imprévu, il faut reprendre le contrôle et ressortir des automatismes. Et c'est ça la difficulté de la conduite. Voilà. Il faut déjà aussi accepter qu'on a des automatismes, effectivement, sensorimoteurs, faire du vélo, des choses comme ça et tout, manipuler la boîte à vitesse, ça prend du temps à travailler. Mais on a aussi des automatismes cognitifs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés, par contre, à la manipulation, mais ils sont liés au traitement de l'information du cerveau. D'accord ? Alors, je vais quand même définir un petit peu ces aspects-là, puis après vous revenez là-dessus. Voilà. Alors, en fait, on a 2 systèmes attentionnels. Il y a plus de choses, mais 2 grandes familles. On a ce qu'on appelle le bottom-up et le top-down. Alors, j'ai pas trouvé de mots en français qui le traduisent. Ascendant et descendant. Oui, on peut. Ouais. En fait, le top-down, c'est moi qui décide de mon intention. Par exemple, on va dire, tiens, le GPS, il me dit à 600 mètres, vous allez tourner à droite. Donc là, je repère où sont les 600 mètres, avec des fois des erreurs. Je décide de l'attention, j'oriente mon attention, je vais traiter l'information. Donc là, c'est la définition qu'on a tous en commun de l'attention. C'est moi qui décide de mettre l'attention et la force d'attention à l'endroit où je veux. Je vais dire ça de manière très très simpliste. Mais il existe un autre phénomène que les neurosciences d'ailleurs ont pu mettre en évidence. Donc,
ici, bon ça on va laisser passer, qui s'appelle le bottom-up. Alors, certains auteurs appellent ça l'effet cocktail. Je m'explique. L'effet cocktail, excusez-moi, oui. Par exemple, on est en train de prendre un cocktail, on discute, et puis, j'ai oublié votre prénom, excusez-moi. Florence. Tout d'un coup, quelqu'un dit oui, en plus Florence, elle a dit ça. Et là, vous retournez, vous dites, vous parlez de moi? Et eux, ils peuvent penser effectivement que vous les écoutiez. Mais pas du tout. Simplement, moi j'aime bien expliquer le bottom-up comme l'antivirus de l'ordinateur. Lorsque je suis sur mon ordinateur, comme là en ce moment, j'ai un antivirus en fond qui traite toutes les informations qui lui arrivent. Et donc, s'il y a un virus ou un cheval de Troie, tout dépend de ce qu'on a, qui veut rentrer dans l'ordinateur, on va avoir une alerte. Il y a même des fois des alertes qui vont traiter l'information directement, ou d'autres vont dire quel est votre choix. Ben, on a une forme de radar, on pourrait presque appeler ça comme ça, dans notre cerveau, qui analyse tout, alors quand je dis tout, hein, il y a quand même des limites à tout ça, mais qui analyse en permanence notre environnement. Donc, qui scanne, on va dire ça comme ça, en sous-jacent. C'est ça, en permanence. Et si il y a une information qui est considérée comme pertinente et judicieuse pour l'individu, ça va nous ramener dans cette attention qu'on appelle habituelle. Je vais prendre quelques exemples pour expliquer ça. J'ai été quelques fois, j'ai voulu ramasser des champignons avec des amis, mais parce qu'en fait, la banque de données de l'antivirus. Non, c'est parti. Ça va mieux là? Okay. Donc, Nickel. et comme je n'ai pas appris à reconnaître les champignons, parce qu'en fait, pour développer le bottom-up, c'est l'apprentissage, et c'est donc du coup l'expérience, et c'est les habitudes qu'on va mettre en œuvre. Ben, je ne suis jamais capable, et même si mon du doigt dit, tiens, regarde, tu as une step là-bas, ben, des fois, je ne vois pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette forme de... Notre cerveau scanne en permanence, et je vais donc du coup venir en alerte si jamais j'ai un stimulus qui va déclencher. Je vais prendre un autre exemple qui m'est arrivé. J'étais jeune, comme tout le monde, avec quelques bêtises. J'avais une 2 chevaux, c'est ce qui m'a sauvé. Et je vois un camion devant moi qui met son clignotant à gauche pour tourner et qui va sur la droite. Moi, je me suis dit, quel con, il s'est trompé le clignotant. C'était ma logique de l'époque. Je commence à accélérer, mais comme j'avais une 2 chevaux, parce que c'est mon véhicule que j'avais, bien sûr, avant que j'accélère, que le véhicule ait pris la vitesse, ça prenait du temps. Et au dernier moment, je le vois tourner à gauche. Ben, maintenant que j'ai appris ce genre d'informations, quand je vois un véhicule qui met son clignotant à gauche et qui va à droite, j'ai une forme d'alerte qui vient. Et ça veut dire que du coup, c'est en même temps intéressant parce que du coup, ça va me faciliter la conduite, mais en même temps, ça va tellement me la faciliter que je suis moins attentif. Vous voyez, ce paradoxe-là, c'est que... Allez-y, vas-y. Ce qui est important dans ce que vous dites, c'est comment le stock de connaissances se construit, en fait. Et c'est ça, l'expertise en conduite. Si vous avez appris ce jour-là qu'un poids lourd, pour gérer son porte-à-faux, il a besoin de se déporter. Et quand on l'a appris une fois, généralement, les fois suivantes, c'est les charmes de notre cerveau, cela revient plus vite. Voilà. Donc, vous avez appris. On est moins attentif. C'est pour ça que on sait que sur le parcours habituel, on va mettre des automatismes en place. Et là, il y a eu beaucoup de travaux de l'IFSTAR qui ont été faits là-dessus. Alors, du coup, ces 2 formes d'attention, qu'est-ce qu'on peut en faire, nous, à l'entreprise, avec nos salariés? Et puis, ce qui est important de dire, c'est que c'est 2 formes d'attention, mais c'est pas tout blanc ou tout noir, en fait. C'est qu'on alterne d'une orientation intentionnelle automatique à contrôler en fonction des événements qu'on va vivre dans l'environnement. Si vous me permettez de résumer, d'accord, pour être sûr qu'on se soit tous bien compris, vous avez l'attention volontaire, on va dire ça comme ça, et l'attention expérientielle qui, du coup, devient une forme de sous-jacent. On peut dire ça comme ça? Volontaire, involontaire et expérientiel. Larsen. Et qui, du coup, devient finalement, cet expérientiel, un fond d'automatisme. C'est ça. On est d'accord. En entreprise, lorsque j'embauche quelqu'un et qu'il y a des techniques particulières de conduite ou certains outils, certains véhicules qui peuvent avoir des spécificités. Donc, on a rarement des accidents au tout début de l'embauche. Là, on est très attentif, justement. Ça peut même être fatigant parce qu'on est sans arrêt en train d'observer. Les accidents interviennent donc, du coup,
plutôt souvent une fois qu'on commence à avoir cette expertise-là. On le voit aussi pour les jeunes conducteurs, c'est la même chose. Alors ça veut dire qu'en même temps, il faut laisser du temps aux débutants de pouvoir apprendre, et donc quand quelqu'un y rentre, une perte d'adaptation, et en même temps, les piqûres de rappel doivent surtout intervenir une fois qu'on est expert du truc. Donc ça veut dire aussi que, si on regarde, c'est surtout l'organisation dans le monde du travail qui va pouvoir travailler sur les problèmes de vigilance et d'attention. C'est l'organisation du travail, déjà, à mon avis, en premier, avant l'éducation et la formation. Si on fait conduire des gens la nuit, on doit s'attendre à une augmentation du risque potentiel, parce que la nuit, c'est pour dormir. Je me rappelle une fois, je ne sais pas comment s'appelle ce chef de l'Amazonie qui était venu il y a quelques années à Paris, et il discute avec des gens, il y en a un qui dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Il dit « Moi, je travaille de nuit. » Et lui, il ne comprenait pas, parce que travailler de nuit, c'était un concept pour lui qui n'existait pas. Il lui a demandé d'ailleurs « Mais pourquoi vous travaillez la nuit ?» Il a dit « C'est pour dormir. » Et notre société, elle a effectivement aménagé le temps de travail pour qu'on travaille en permanence. Je ne dis pas que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce que je dis simplement, c'est que du moment qu'on a quelqu'un qui conduit la nuit ou qui travaille la nuit, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre à des risques potentiels plus élevés. Et qu'en même temps, si on a des trajets habituels, alors j'ai entendu quelqu'un qui était à la SNCF, j'ai beaucoup travaillé avec la SNCF, mais par exemple les mécanos, les mécanos, ils ont par exemple l'homme mort. Enfin, j'appelle ça l'homme mort, je ne sais pas toujours l'homme mort. C'est-à-dire qu'ils doivent en permanence montrer qu'ils sont vigiles, qu'ils sont vigilants. Donc, soit c'est la pédale, si je me rappelle bien à l'époque, si ça n'a pas changé, ou soit c'est sur le volant. Donc, du coup, l'automobile va exister aussi. Ça va arriver dans l'automobile. Progressivement, on aura des systèmes qui vont nous étudier. Je crois d'ailleurs que vous avez des gens de l'IFSTAR qui travaillent là-dessus, il me semble, sur des caméras, pour justement déterminer si on est vigilant ou non. Mais bon, avant que tous les véhicules des entreprises soient équipés, il y aura quand même un peu d'eau sous le pont. Le tramway, par exemple, sur Lyon, a exactement la même chose, puisque c'est aussi du rail, finalement. Et puisque vous parliez de cette notion-là, il y a une expérience sur Strasbourg qui avait été faite, je ne sais pas si vous en aviez été au courant. Ils avaient enlevé, en fait, toute la signalisation. Voilà. Et pendant 8 jours, il n'y a plus aucun accident en ville. Plus aucun accident en urbain, parce que forcément les gens étaient dans l'hyper-vigilance, vous voyez, dans l'hyper-attention plutôt d'ailleurs, pour être très clair. Et puis après, chasser le naturel, il revient au galop. Les gens se sont fabriqués leurs codes, en repartant sur des codes appris, mais sur des codes aussi finalement qu'ils s'étaient construits en communauté, et l'accidentologie est revenue à une quasi-normalité au bout de 15 jours. Donc on est complètement là-dedans. Et pour finir sur une introduction, il faut associer l'attention avec le principe aussi d'inhibition. Par exemple, là, je suis assis, je ne sens pas mon poids sur le fauteuil, je ne sens pas que quand j'ouvre les poumons, l'air rentre. Mes sens sont inhibés et le traitement de ces sens-là sont inhibés. Excusez-moi. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis au cinéma, du coup, j'inhibe tout un tas d'autres phénomènes. Je suis attentif et j'inhibe tout un tas de phénomènes. Et si on est sur le conduite tellement habituel, au bout des moments, l'expérience, l'expertise fait que beaucoup de choses sont inhibées. Et avant qu'elles interagissent avec notre attention volontaire, ça va être très compliqué. C'est-à-dire qu'on est en permanence en train d'inhiber et d'être attentif. C'est-à-dire que l'attention, elle commence par un phénomène d'alerte, on se met en alerte. Et après, quand je vais décider de traiter une information, c'est-à-dire que du coup, on va inhiber d'autres informations. La difficulté, c'est choisir la bonne, et en fonction de l'expérience, des habitudes de conduite et de la personnalité de la personne, on peut faire des choix qui ne sont pas forcément les plus judicieux, mais du coup, les autres informations vont être totalement inhibées. C'est joli ce fonctionnement. On n'en a pas. Ce fonctionnement du système cérébral est joli. Heureusement qu'on a cette capacité d'inhibition, parce que toute la journée, on est bombardé de beaucoup trop d'informations. Quand on est dans une tâche qui est celle de conduire, notre cerveau va filtrer, inhiber ce qui n'intéresse pas la conduite pour allouer l'attention à ce qui intéresse la conduite. Et quand le salarié est au travail, il y a un filtre qui devrait s'opérer aussi pour rester sur les informations utiles au travail et pas forcément utiles à la distraction, à la vie perso. Donc, ou qui ne s'opère pas forcément, justement. Voilà, oui, ou qui ne s'opère pas forcément. Mais la fonction d'inhibition, elle est préservatrice, heureusement qu'elle existe. Voilà. Par exemple, si je travaille et que je suis dans un bureau qui fait un peu de bruit, au bout d'un moment, le bruit, je n'entends plus. Heureusement, d'ailleurs, que je suis capable d'inhiber tout un tas de phénomènes. Si je pensais à tout ce que je fais en permanence de manière consciente, j'ai mis un schéma qui était juste un peu avant, il me semble.
Non, c'est en arrière, excusez-moi, c'est hop, 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 c'est celui-ci. En fait, ce que j'ai voulu montrer ici, c'est que la partie consciente de l'attention, on parle souvent de cet iceberg-là pour parler du comportement et de ce qui est sous-jacent. Excusez-moi, oui. Donc du coup, sur l'attention, c'est pareil. La partie consciente de l'attention est très très faible. Tout ce qu'on fait est plutôt inconscient. Hein, on peut même se poser la question, qu'est-ce qui commande réellement, quoi, hein. Mais en fait, heureusement qu'il y a cette inhibition. Hein, donc ça serait dramatique. Ça serait donc du coup très fatigant. Là, pour le coup, effectivement, on serait très fatigué. Oui. Effectivement. Alors, grand merci pour cette précision générale. On va aller directement maintenant sur les différentes questions que le club entreprise a posées. Alors, pour vous, je vous pose la question à tous les trois. Quel lien l'excès de confiance et le manque de vigilance peuvent-ils avoir ? Donc, l'excès de confiance et le manque de vigilance. Alors, pour moi, quand on est en excès de confiance, justement, on va être dans tous ces automatismes avec une baisse du contrôle qui va être là. Et du coup, on va croire que ça peut bien se passer. Et puis du coup, on rentre dans ces routines où souvent, sur la conduite sur autoroute, par exemple, c'est assez monotone. On se dit, il n'y a pas besoin que j'alloue beaucoup d'attention. Donc on est dans beaucoup d'automatisme. Et l'excès de confiance peut venir là parce que si quelque chose survient, on ne va pas forcément allouer l'attention qu'il faut pour le gérer. Et c'est là le ratio avec la confiance en soi, c'est de se dire finalement cette confiance en soi, elle est renforcée constamment par ce que je vis. Donc si je suis déconnectée, je ne vais pas me rendre compte que je suis en train de pas performer comme il faut, quoi. Donc cette confiance pour vous, Catherine, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est ça. D'accord. Éric ? Je dirais un peu la même chose, j'ai simplement complété en disant que c'est un des échecs de la sécurité routière. Alors, ce que je peux dire, c'est que plus le véhicule est confortable, plus le véhicule est sécurisant, plus on se sent en sécurité. Et donc, du coup, les constructeurs font des choses de plus en plus intéressantes, de plus en plus sécures, et malheureusement, on n'atteint pas les objectifs voulus. Sur les routes aussi, lorsqu'on traite des points noirs, ça ne veut pas dire qu'on va traiter forcément toujours l'accidentalité. Donc cet excès de confiance nous amène à être moins attentifs. Et même des fois, lorsque certaines mesures sont prises, on s'aperçoit à terme qu'elles n'ont pas forcément baissé, même peut-être, pourquoi pas, voire augmenté. C'est vraiment l'échec de l'apprentissage anticipé de la conduite. C'est-à-dire que du coup, ces jeunes-là qui ont plus d'expérience, les assureurs leur disent qu'ils sont plus sûrs, les parents leur disent qu'ils sont plus sûrs, les enseignants de conduite leur disent qu'ils sont plus sûrs. Et donc, du coup, on n'a pas les résultats. Je ne vous parle pas de la communication. Je ne parle pas de la communication. Hein. Là, je vous parle réellement des résultats. Donc, on n'a pas les résultats qu'on attendait, quoi. D'accord ? On a même des études du GREMAC, ainsi de suite, qui ont démontré qu'en termes d'accident corporel, il y avait une légère augmentation qui est due effectivement au nombre de kilomètres complémentaires, mais aussi qui est dû à l'effet perverse de se sentir en sécurité et en confiance. Ce qui est difficile, c'est que quand on se sent en sécurité, en fait, ça demande beaucoup d'auto-évaluation de sa part, de ce qu'on appelle la connaissance que l'on a sur son propre fonctionnement cognitif. On va devoir auto-évaluer ses compétences, avoir des jugements d'auto-efficacité sur comment je me comporte, gérer ses impulsions, contrôler, et c'est tout ça la confiance. Et il y a beaucoup de biais qui peuvent s'introduire à chaque étape, d'où ce sentiment de surconfiance qui vient souvent s'installer, parce que c'est plein de biais qui se sont cumulés. Voilà. La nature humaine est très compliquée à décoder. Ce biais d'optimisme, ce sentiment de sécurité, il a été beaucoup étudié en sécurité routière. Hein. Je trouve que les premiers travaux, c'était avec Wild, mais autrement, donc, elle a beaucoup été étudiée, et c'est vraiment la grosse difficulté. Elle demande des capacités auto-évaluatives. Alors, Jean-Pascal n'est pas là, donc je vais le citer quand même, mais il dit toujours, avec sa façon de parler, que ce qui compte, c'est pas que le conducteur s'en va au mauvais.
mais c'est qu'il ait un réel regard sur ce qu'il est. Voilà. Voilà. C'est, voilà. Vous pouvez... Effectivement, nous, on est complètement là-dedans au niveau du club entreprise. Nous, on dit toujours, en fait, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais conducteur. Il y a qu'est-ce qu'on peut maîtriser à son niveau à soi, si on le veut. C'est vraiment cette notion de volonté et de vouloir qui est à développer en entreprise. Comment développer l'accès, pas seulement au savoir, pas seulement au pouvoir, pas seulement au faire, mais à la volonté de le faire. Monsieur Monté-Jourdan, vous vouliez rajouter quelque chose? Vous souhaitez le faire? Oui, sur ce que vous avez évoqué sur le fait qu'on est de plus en plus aidé dans nos véhicules par différentes technologies, peut nous conduire à nous enfermer dans notre bulle. Et ça, c'est un sujet d'attention et aussi d'excès de confiance, là pour le coup, de confiance dans les capacités du véhicule ou de l'information qu'on peut avoir. Je l'ai constaté en échangeant avec, par exemple, récemment sur le pont de Vernaison, des chauffeurs routiers qui n'étaient pas des gens qui venaient de loin, c'était plutôt qui faisaient du petit régional, on va dire, et qui arrivaient sur ce pont pour lequel on a mis en place une signalisation pour indiquer qu'il était interdit au plus de 3,5 tonnes. Et en fait, ils étaient contrôlés. On avait l'impression qu'ils se demandaient presque comment ils étaient arrivés là. J'ai suivi mon GPS. Bon, il faut savoir que les GPS grand public ne prennent pas en compte les interdictions spécifiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on leur explique qu'il ne faut pas les suivre. Hein. Et en fait, ils ont choisi la facilité en suivant leur GPS, tout en étant sûrement dans d'autres processus mentaux, et ils sont vraiment surpris de se retrouver dans cette situation. C'est le principe des dissonances cognitives, en fait. Ils sont dans un schéma où ils suivent le GPS pour arriver à se déplacer, et du coup, avec une moindre attention allouée à la signalisation routière, où le panneau interdit au plus de 3,5 tonnes était là, mais le détour attentionnel a fait que l'attention était portée sur le GPS. Si vous me permettez juste de vulgariser dissonance et consonance cognitive. Dissonance cognitive, je pense quelque chose, je dis quelque chose et je ne le fais pas. Et à l'inverse, consonance cognitive, c'est je pense, je dis et je fais la même chose. Voilà. Je voudrais juste revenir sur ce qui a été dit là. Ce qui compte pour le conducteur, en fait, c'est pas la réalité du risque, c'est sa perception de la situation. Et donc du coup, quand sa perception est que la route est facile, qu'il n'y a pas de danger, et vous lui mettez un panneau limitation, danger, tout ça, il va y avoir là du coup quelque chose qu'il ne va pas comprendre. Et donc il va considérer que la signalisation c'est pour faire des PV, pour ils vont dire des pompes à fric, ainsi de suite et tout, parce que tout simplement sa perception est en dissonance avec la réalité du risque. Et c'est ça qui est embêtant. Donc la réalité de ce risque et en même temps sa perception de ses compétences. Donc déjà, en entreprise, ce qu'il faut arrêter de faire, c'est des stages où on apprend, j'espère que c'est plus trop fait ici, je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais arrêter des stages de maîtrise du véhicule, parce que souvent c'est demandé. On sait que c'est inefficace. Il n'y a plus aucune étude au monde qui montre l'efficacité d'un stage de rattrapage. Ça n'existe plus, ça. Ça l'a été avec certains pilotes qui travaillaient là-dessus, maintenant ça n'existe plus. Donc il va falloir plutôt faire des stages où on va mettre en évidence le comportement de la personne et ses capacités réelles. Voilà, ça c'est plutôt intéressant. Merci beaucoup. On a une question différente. Il y a beaucoup de personnes qui disent si je vais vite, du coup je suis plus vigilant. C'est la fameuse question. Plus je vais doucement, plus j'ai l'impression de m'endormir, et plus je vais vite, plus je me sens en capacité d'agir. Alors, je pense que là, on va s'attaquer à une idée reçue. Donc, on vous écoute. Non, c'est la fameuse courbe en U inversée, de se dire finalement, quand je suis peu vigilant, donc pas beaucoup d'attention, ma performance, elle baisse. Quand je suis à un niveau de vigilance un peu intermédiaire, ma performance est optimale. Et puis quand c'est trop stressant, qu'on m'en demande trop, ma performance va baisser à nouveau. Donc cette fameuse courbe en U inversée. Et oui, donc sous cette idée reçue, c'est de se dire finalement, quand je roule trop lentement, je m'ennuie. Donc le fait que je m'ennuie va faire que mon attention va se désengager de la tâche. Voilà, c'est ce qu'on le voit hein, en zone urbaine. En fait, quand on voit des limitations à 50 sous des tunnels, je prends le tunnel de la Croix-Rousse ici, c'est compliqué de ne pas avoir son cerveau qui s'évade et de rester à la conduite automobile quand on est à 50 dans une portion de ligne droite.
C'est une constatation, voilà, c'est l'ennui qui est là, donc on va remplacer par autre chose. Et puis, à l'excès, il y a des gens qui disent aussi, quand je conduis vite, du coup, je m'engage dans cet investissement dans la conduite. C'est les pilotes de rallye, les gens qui aiment ça, en se disant, finalement, je suis capable de rouler vite parce que je sais allouer plus d'attention et mettre un meilleur contrôle dans ma conduite. On n'est pas tous pilotes sur la route, malgré ce que certains croient. On n'est pas tous pilotes et en plus, on doit partager la route, c'est le vivre ensemble. Donc si on a un usager qui a un comportement qui est atypique avec quelqu'un qui est très très lent, ben voilà, les difficultés surgissent. Et en plus, souvent, c'est pas tant la vitesse, c'est plus les variations de vitesse. Alors, en fait, le problème qu'on a, c'est que notre cerveau, pour fonctionner, pour continuer à exister, il a besoin de stimuli. Donc il doit être stimulé en permanence. Donc si parce que biologiquement ou dans mes habitudes, j'ai un nombre important d'informations à avoir, quelqu'un qui est un rouleur, quelqu'un qui roule très très vite et qui va passer effectivement à un respect de la réglementation, il va avoir à un moment donné une difficulté où il va se sentir effectivement en hypo-vigilance, en hypo-attention, parce que du coup, il ne trouve pas le même rythme qu'avant. Et donc du coup, des fois, il va compenser ça par le téléphone. Nous, de manière inconsciente, quand on téléphone, on voit souvent des réductions de vitesse associées parce que autrement on devient en surcharge. Et donc du coup, la difficulté pour quelqu'un qu'on va appeler un fractionniste, par rapport à la règle, ça va être d'accepter de passer un temps pour qu'une nouvelle habitude arrive. Parce que en fait, ce que les neurosciences nous apprennent aussi, c'est que on ne change pas un comportement au niveau du cerveau. On peut apprendre un nouveau comportement qui va se substituer à l'ancien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire disparaître un comportement. On peut le faire évoluer et en mettre un qui remplace. Et selon les automatismes cognitifs, ça peut être jusqu'à 6 mois. Donc ça peut être jusqu'à 6 mois sans problème. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a roulé toute sa vie pendant 15 ans, 20 ans à fond, il s'est pris pour un pilote, avant qu'il se sente activé, excité par sa conduite, dans une conduite normale, il va passer par une période qui va être très compliquée pour lui. Voilà, oui, donc du coup, par contre, on sait que rouler à 110 ou rouler à 80, c'est pas la même stimulation, c'est pas la même fatigue non plus. Parce que plus on roule vite, plus on est fatigué aussi en même temps. Mais c'est plus les variations qui les fait assez éveiller. C'est au début, mais une fois qu'on est habitué, moi, j'avais vers chez moi, j'ai beaucoup d'autoroutes à 110, très peu d'autoroutes à 130. Donc, mais dès que je me mets à 130, je suis hyper éveillé parce que j'ai plus l'habitude. Voilà, vous voyez ce que je veux dire par là. Donc c'est ça qui va compter plutôt. Et la difficulté, c'est vraiment pour quelqu'un, vous avez un conducteur, un chauffeur chez vous qui roule très très vite, pour se remettre dans la conduite normale, ça va être compliqué pour lui. Je vais revenir aussi sur les véhicules qui vont être équipés. On n'est pas bien sûr des véhicules automatiques maintenant, on va l'être. On ne sait pas quand, mais on va l'être. D'accord ? Et on va passer par des phases qui vont être très compliquées pour les entreprises. Parce qu'on va passer forcément par une phase où les véhicules sont automatisés, mais le conducteur devra rester attentif et éveillé au volant. Et devoir récupérer les erreurs du système. Et cette période-là va être assez longue. Et là, on sait très bien que les temps de réaction vont exploser, parce que déjà qu'il est normal que notre attention soit limitée. Une attention d'un adulte, en moyenne, c'est 15-20 minutes maximum. Et après, il passe maximum s'il a la volonté d'être attentif. Voilà. Au-delà, donc on n'est plus attentif. C'est trop compliqué. Donc ça veut dire qu'on passe en permanence, même si je veux être un bon conducteur, respecter la réglementation du cadre du travail, je ne vais pas pour être attentif pendant mes 4-5 heures de déplacement. Donc forcément, comme vous l'avez dit, je vais partir. Je vais penser à mon week-end, à ma fille, à ma femme, à mon mari, au repas que j'ai mangé ce soir, enfin tout ce qui peut, le film, voilà, enfin, mes vacances, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, vous allez passer forcément par une phase quand les véhicules vont commencer à être automatiques. Et on suppose, mais c'est encore à définir, que certainement ça va être les poids lourds, donc les véhicules du groupe lourd, transport en commun, qui vont être les premiers véhicules automatisés. Et donc ils vont avoir donc, des engins qui peuvent faire des dégâts, avec une obligation de rester attentif. Les quelques expériences que j'ai pu lire, on est sur des temps de réaction moyens de plus de 20 secondes. 20 secondes Ouais, plus de 20 secondes. 20 secondes Oui. Non, mais la difficulté sur cette problématique de l'automatisation, c'est de se dire, aujourd'hui, on a déjà d'automatisation qui est dans certaines voitures. On a la détection dans l'angle mort, on a le régulateur intelligent, le maintien dans la voie. Exactement. Donc, c'est des technologies qui sont là. Mais c'est une problématique de coopération homme-machine
pour que la personne puisse surveiller une machine automatisée, il faut qu'elle soit engagée dans la surveillance. Si on doit juste le surveiller sans rien avoir à faire, en fait, la nature humaine va faire qu'on va faire autre chose parce qu'on s'ennuie et on va partir ailleurs. Donc l'enjeu de l'automatisation de la voiture et de l'avènement du véhicule autonome, c'est de penser cette coopération homme-machine. Voilà. Aujourd'hui, le véhicule autonome, en fait, tous ces niveaux intermédiaires, 3 et 4, c'est les niveaux qui posent problème parce qu'on demande à l'opérateur de surveiller la machine et c'est contre nature avec la façon dont on est conçu. Donc, soit on va vers des véhicules de niveau 5 qui seront pleinement autonomes. C'est le cas des petites navettes qu'on voit déjà tourner. On a eu à Confluence. Donc ça, c'est des navettes pleinement autonomes. Il n'y a pas d'activité de surveillance. L'opérateur vient juste agir pour intervenir quand il faut la rattraper. Mais tout ce qui touchera à la coopération de machines, il y a encore des années de travail à faire. L'idée, c'est qu'à chaque instant, la voiture et le superviseur comprennent dans quel état ils sont mutuellement, quoi, et se donnent des informations, des feedbacks l'un à l'autre. Donc, vous voyez l'enjeu de coopération. Et en plus, dès qu'on met des automatismes en plus, on a souvent, par exemple, on parlait des angles morts, on voit qu'il y a une réduction des contrôles directs des angles morts. Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on prend vite des habitudes de ces automatismes-là. On est juste un peu sorti du cadre, mais c'était pour dire que les problèmes d'attention vont être des problèmes qui vont être vraiment importants dans les années à venir. Voilà. On est bien d'accord. Alors, il y a une question qui nous a été posée, et je vais vous la lire exactement comme elle nous a été écrite. Je suis fatigué, il ne me reste que quelques kilomètres pour atteindre ma destination, je décide de ne pas m'arrêter. Pourquoi est-ce que j'accepte de prendre des risques sur la route alors que je suis si fatigué et qu'il ne me reste que ces quelques kilomètres? À votre avis? Bon, alors, il y a déjà plusieurs choses. Le problème déjà, c'est que la conduite nous semble d'une étonnante simplicité. C'est-à-dire que j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit que conduire c'était compliqué. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est le conflit qu'il y a dans les écoles de conduite entre les parents et les enseignants de la conduite, parce que les parents ne comprennent pas pourquoi il faut 25 heures, alors que c'est juste appuyer sur une pédale, bouger. Hein, donc voilà, donc ça c'est déjà le premier point. On n'a pas le sentiment que c'est ça. Et puis en plus, dans la vie de tous les jours, on apprend à lutter contre le sommeil. Hein, pardon, excusez-moi. On apprend à lutter contre le sommeil. Je vais regarder un film, je vais au-delà de ce que je devrais faire dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on est aussi sur cette notion de performance dans la société occidentale, d'aller toujours plus vite, quel est votre avis? Pour moi, là, sur cette question-là particulière, c'est plus un problème de conscience. Il y a une pression de sommeil qui est là. De toute façon, quand on est fatigué, quand on a sommeil, on a beau essayer d'ouvrir les vitres, de manger une pastille à la menthe, la pression de sommeil va être là. Et souvent, on ne met pas les priorités au bon endroit. De se dire, il vaudrait mieux que je m'arrête, que je prenne 3 minutes pour dormir, et ces 3 minutes vont me permettre derrière d'avoir 10 minutes de conduite pour rentrer chez moi comme il faut. Mais la personne ne va pas le faire en disant je peux lutter. Et en fait, c'est sournois parce qu'au bout d'un moment, sans conscience, on s'endort alors qu'on est au volant et l'accident arrive. C'est cette pression qu'on ne sait pas entendre. Donc on a un problème de gestion des priorités individuelles et collectives, quoi, on va dire. Et de surestimer nos capacités aussi, quand même. Ça. Depuis tout à l'heure. Ouais. On surestime trop nos capacités parce que on ne voit pas quand on s'endort. Moi, je ne suis jamais endormi, j'ai eu la chance. Mais apparemment, quand je discute avec des personnes qui sont endormies, elles ont lutté et elles n'ont pas vu le moment où elles se sont endormies. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui sont déjà endormis, mais apparemment, c'est quelque chose d'assez important. Ouais. Elles ont conscience d'avoir lutté. Et c'est tous ces petits signaux, en fait, de se dire, finalement, on le sent tous, on a tous piqué du nez, je ne sais pas, mais un moment de fatigue où on sent que la nuque lâche, que les paupières sont lourdes, que ça picote, voilà. Et ce sont des signaux où il faudrait les entendre en se disant, là, stop, et tout le monde ne l'entend pas. Et le problème, c'est que quand on ouvre la vitre, pendant les quelques secondes, ça nous donne l'impression que c'est bon, on a récupéré. Je mets la radio un peu plus forte, ainsi de suite. J'ai donc une impression que ça va. S'il faut, je remettrai la vitre ouverte. S'il faut, je mettrai notre radio. Et donc, du coup, ça nous donne l'impression que non seulement je suis capable, mais qu'en plus, je suis capable de pouvoir gérer ça. Et en fait, ce sont des faux signaux, parce qu'au bout des moments, lorsque la dette de sommeil et lorsque la phase d'endormissement est trop forte, la personne va s'endormir malgré tout ce qu'elle a pu faire. Monsieur Bonté-Jourdan, vous vouliez rajouter quelque chose?
Sur ce point-là, j'ai pas de souvenir récent d'avoir eu ce type d'échange sur des débriefings d'accidents, hein, Françoise. Ceci dit, je suis sensible à ce que vous dites, notamment sur le fait qu'on ne se souvient pas du moment où on s'est endormi, parce que sinon on ne se serait pas endormi. Et je pense qu'effectivement, il faut vraiment insister sur le fait qu'il faut respecter ces pauses que les services de sécurité routière indiquent, hein, s'arrêter toutes les 2 heures sur autoroute. Et alors c'est vrai que ça peut être frustrant de se dire je suis pas loin de chez moi ou je suis pas loin de l'objectif de ma mission, mais ce que vous venez de dire, quitte à faire une petite pause, il faut le faire. Oui. C'est justement... 1, 2, ouais. C'est justement parce que c'est pas loin de la maison qu'on essaie de résister. Ça serait au milieu de chemin, perdre 5-10 minutes, c'est moins grave. Mais là, on se dit, il reste aller 20 bornes, 25 bornes, je suis sur l'autoroute. Il y a cette contrainte-là d'arriver. Hein. Moi, je sais que quand j'avais travaillé, j'avais formé les COSEC à la SNCF à l'époque, le coordinateur sécurité. Et donc, du coup, la difficulté qu'avaient c'est que certains agents qui travaillaient dans la maintenance refusaient qu'on leur paye l'hôtel pour rentrer chez eux parce que on a une vie familiale, une vie sociale. On est mieux dans son lit. Voilà. Et puis on se dit je vais peut-être arriver avant que les enfants s'endorment ou avant que mon conjoint s'endorme. Enfin voilà. Et donc du coup on a cette pression-là aussi de se dire ça va, 20 km c'est rien du tout. Donc c'est pas pour rien que ça arrive plutôt dans ces zones-là qu'au départ, quoi. Et pour autant, M. Montéjordan vous peut le confirmer, c'est souvent dans les derniers kilomètres que les accidents finalement arrivent. Dans les statistiques que nous avons, c'est souvent ça. Hein. Oui, c'est le cas, oui. C'est tout à fait le cas. Et il y a cet aspect-là, et aussi sur les trajets qu'on connaît bien. Les trajets connus, les fameux trajets connus. Si je vous dis personne âgée au volant, risque évident. Et encore une autre idée reçue. Voilà, alors je m'adresse à Catherine, effectivement. Voilà. Je n'avais pas dit au départ, mais j'ai 2 thèmes de recherche, c'est le vieillissement et conduite automobile et les défauts d'attention en conduite automobile. Donc sur cette question de la conduite des seniors, en fait, souvent on monte en épingle des phénomènes sur un accident particulier. Et avec une collègue, Sylviane Lafont, on a essayé de regarder dans les données d'accidents, sur des gros effectifs, si les seniors représentaient une menace pour les autres conducteurs ou pas. Et on a montré que non, il n'y avait pas de problématique sur seniors. Il y a cette fameuse courbe en U où on voit une accidentologie qui est élevée chez les jeunes et qui tend à remonter avec l'âge. Mais quand on ramène au kilomètre parcouru par les seniors, en fait, il n'y a plus cette remontée. Voilà. Alors, après... On peut répondre effectivement, non, les personnes âgées, ce n'est pas un risque évident. Voilà. C'est pas Ils sont plutôt victimes que auteurs. Voilà. 1, 2. Et d'autant plus que les seniors piétons sont davantage touchés. C'est-à-dire que... voilà. Cette question de la conduite des seniors, elle est éminemment sensible parce qu'il s'agit de préserver l'autonomie dans une population vieillissante, de préserver l'autonomie des seniors. Et en fait, ce qu'on montre, c'est que comme l'activité de conduite est experte, elle est développée tout au long de la vie, les seniors ont une capacité très forte à autoréguler leur comportement pour s'adapter aux effets progressifs qui viennent du vieillissement. On vieillit du jour où on est. Hein. C'est ça, une réalité. Donc on s'adapte, on vit avec ça. Ah oui, je pense que c'est tout à fait ça. Et voilà, on voit que les seniors, en fait, commencent à réduire le kilométrage parcouru, pas de manière forcément volontaire, c'est parce que le mode de vie change et on n'a plus forcément besoin de conduire autant. Quand il y a des phénomènes de santé, des accidents de vie qui apparaissent, on voit que certains vont même jusqu'à arrêter spontanément la conduite. Souvent, on le parle dans le cadre du vieillissement cognitif, de se dire finalement, on vient de m'apprendre que je suis sur une trace pour aller vers des troubles cognitifs profonds, par exemple l'arrivée de la maladie d'Alzheimer. Quand on regarde comment l'arrêt de la conduite arrive, il vient spontanément dans les 3 à 5 années qui suivent l'annonce de la maladie. Donc, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a une régulation qui s'opère assez simple. Alors après, il ne faut pas se voiler la face. Aussi, souvent, on se dit, si on mettait un contrôle médical obligatoire à partir d'un certain âge, on serait plus tranquille. Mais en fait, la difficulté, c'est il n'y a aucun bénéfice à imposer un contrôle médical obligatoire au-delà d'un certain âge. Donc, c'est pas pour autant qu'il faut se voiler la face en disant il ne faut rien faire. Il y a toujours des cas particuliers d'un senior qui va être dans le déni,
Sur les troubles cognitifs, souvent, on parle d'anosognosie, c'est le fait de ne pas reconnaître qu'il y a un problème. Donc là, on touche à des composantes du comportement qui sont importantes. Voilà, quelqu'un qui va être désinhibé, quelqu'un qui va ne pas entendre la critique d'autrui, qui va ne pas profiter des collègues, des proches. Souvent c'est l'entourage qui vient aider le senior à prendre la meilleure décision, l'entourage ou les médecins, les gens qui... Et là, pour le coup, c'est pas qu'une question d'âge. Voilà, c'est pas qu'une question d'âge. Cette ignorance volontaire, j'allais dire comme ça, c'est pas qu'une question d'âge. On a des personnes en entreprise qui sont exactement de cette catégorie-là, qui ne nous entendent pas quand on leur dit. Alors évidemment, ça représente une partie, j'allais dire une minorité visible, mais qui peut avoir malgré tout un impact sur l'accidentalité. Tous, on le voit, hein, on n'accueille pas des conseils qui nous sont donnés de la même manière. Certains, c'est ce qu'on appelle l'erreur d'attribution, interne ou externe. En fait, quand on me fait un reproche, est-ce que je me remets en question ou est-ce que je me dis bah, c'est parce qu'il est comme ça et je rejette le reproche qu'on me fait, quoi. Et l'importance d'ailleurs de faire aucune action moralisatrice en sécurité routière parce que ça n'a aucun impact sur l'évolution comportementale. Monsieur Bonté-Jourdan. Sur la question des seniors, je suis très intéressé par ce que vous venez d'expliquer parce que ça bat en brèche des idées, y compris dans le domaine des professionnels de la sécurité routière. Hein, quand vous dites que ça n'a pas d'intérêt, par exemple, de mettre une limite à l'âge de la conduite, c'est assez contre-intuitif parce que l'expérience qu'on peut avoir pourrait nous faire penser que justement c'est important. J'ai un exemple précis, mais alors, ça ne doit pas être très documenté statistiquement parce que c'est quand même heureusement assez rare. Mais dans mes précédentes fonctions de chef de directeur de cabinet en Bretagne, dans le Finistère, et à nouveau dans ces fonctions, je vois des accidents graves. Les seuls accidents graves que je vois liés à des prises d'autoroute sur contresens, c'est le fait de seniors. À 2 reprises dans le Finistère, à 1 reprise ici, avec des notions de désorientation. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme vous l'avez dit, monsieur, il y a un instant, on a un vrai sujet sur la mortalité des piétons. Ce qu'on a constaté en 2019, un peu moins en 2020 du fait de la crise sanitaire, c'est que la plupart de nos piétons tués en ville étaient des seniors en métropole. Dans vos questions, il y a 2 éléments importants. Je vais d'abord répondre à la mortalité des piétons. En fait, un senior, c'est pour ça que la question de l'aptitude à la conduite est sensible, parce que si on enlève la voiture à un senior, il va se retrouver piéton, forcément, parce qu'il va devoir se déplacer un petit peu autrement. Et on déplace un petit peu le problème parce que, en vieillissant, en fait, c'est souvent plus facile de descendre en bas de chez soi et de s'asseoir dans sa voiture pour aller quelque part que d'aller jusqu'à l'arrêt du transport en commun, d'attendre debout ou voire assis, de monter dans le transport en commun. Donc on comprend que les effets physiologiques du vieillissement vont avoir une répercussion. Et du coup, de le garder dans la voiture, c'est presque une préservation parce qu'il va se retrouver en tant que piéton et tous les petits déficits cognitifs ou d'attention qu'on va pouvoir avoir, la recherche visuelle qui va se faire avec plus de difficultés, en le mettant en situation de piéton, on le confronte à cette difficulté beaucoup plus. Il faut franchir des intersections, c'est compliqué, et c'est presque plus facile de les franchir, ces intersections, au volant de sa voiture, que de les franchir en tant que piéton. Et un comparatif entre la Finlande et la Suède avait été fait par une chercheuse, voilà, qui a montré, en fait, il y a un des 2 pays dans lesquels le contrôle médical est obligatoire et un autre dans lequel il n'est pas, et en fait, qu'il y avait un report du risque, en fait. On n'avait pas de gain en sécurité, puisqu'en fait, ils n'avaient moins d'accidents de la route, mais ils avaient plus d'accidents en tant que piétons. Donc ce report du risque, il est important. Et en plus, c'est important de pratiquer aussi le fait de conduire, on préserve des mécanismes qui font qu'on va mieux vieillir aussi. Et si on arrivait à amener les seniors aussi à une mobilité active, une mobilité douce, plutôt, d'être moins dans la dépendance à tout crin à l'automobile, on préserverait aussi leur santé. Donc c'est là où on voit que la politique de sécurité routière et de santé publique sont éminemment liées l'une à l'autre, et que sur cette thématique des seniors, il est important d'agir tôt pour inviter à préserver ses capacités le plus longtemps possible pour préserver son autonomie.
Et sur les contresens, je n'ai pas répondu. Vous vouliez rajouter des choses peut-être là ? Ok. Parce que sur les contresens, souvent, oui, on remonte que c'est toujours des seniors qui prennent des contresens. Et en fait, dans les données, ce n'est pas si évident que ça, que ce soit toujours des seniors. Donc quand je disais qu'on monte en épingle certains phénomènes, ça en fait aussi un petit peu partie. Mais il ne faut pas se voiler la face. Il peut y avoir des désorientations. Il peut y avoir des seniors qui lisent mal la signalisation routière, d'où l'intérêt de mettre en place un système, mais c'est déjà un petit peu en place, c'est le cas, hein, c'est que la question de l'aptitude à la conduite soit abordée avec le médecin généraliste de la meilleure façon possible. La DSR est en train de réfléchir, il y a un gros colloque qui va se tenir le 29 juin prochain sur ce sujet-là, des seniors et de la mobilité. Une journée très très intéressante, je vous inviterai, je vous donnerai les liens pour y participer. Avec grand plaisir. Mais du coup, j'ai perdu le fil de mon idée. Ce qui est important dans ce colloque, on va voir justement, on va aborder cette question de comment faire un contrôle. Voilà, c'était ça, le contrôle médical qui soit le mieux possible. Donc des conseils par le médecin généraliste. Ensuite, quand le médecin généraliste commence à avoir des doutes, de pouvoir l'orienter vers une structure qui pourra faire un petit bilan sur le fonctionnement cognitif. Et ensuite, que le conducteur puisse aller jusqu'au médecin agréé du permis de conduire, mais avec un petit parcours qui permet d'orienter au mieux la personne qui en a besoin et pas d'orienter tous les seniors. C'est ça, avoir un système optimal, c'est d'amener la bonne personne. Éric. Je voudrais revenir sur la Finlande. Ce que cette étude a pu démontrer aussi, c'est que les indicateurs traditionnels médicaux pour l'aptitude à la conduite ne sont pas forcément les bons. C'est-à-dire que on a vu qu'effectivement il y a une baisse d'accidentalité, mais qui n'était pas proportionnelle au nombre de seniors qui n'ont plus pu conduire. Donc déjà, c'est le premier problème, c'est savoir quel indicateur pour un senior en termes de conduite. C'est certainement pas les mêmes que lorsqu'on a une autorisation de conduire en tant que taxi, ainsi de suite. Mais surtout le deuxième point, c'est qu'il y a une question sociale derrière, c'est celle de la mobilité, c'est le coût social de la prise en charge. Parce que si on interdit la conduite à un senior, bon, à Lyon, Marseille, Paris, il y a des métros, transports en commun, ça va. Si je vois ma mère qui habite à Grand, c'est un tout petit village dans les Bouches-du-Rhône, ben, ça veut dire qu'on accepte en tant qu'enfant, ou que la société, ou que la mairie, donc fasse du transport, fasse du déplacement, emmène les gens chez leur médecin, et ainsi de suite. Donc c'est-à-dire que effectivement, il y a le problème de l'autonomie. C'est ça. Ouais. Donc c'est-à-dire que la réflexion sur le senior, elle doit être plus globale que sur la conduite. Elle doit entendre l'autonomie, la mobilité, puis tout ce qu'il y a derrière. Donc voilà, et puis en plus, on n'est pas senior de la même manière, quoi. Et c'est ça qui est compliqué, quoi. C'est tout à fait vrai. Merci beaucoup. Il y a une question qui a été posée au niveau du chat. Michael. Fonctionne. Donc nous avons une question de Corentin Clary qui nous demande: est-ce que vous pensez que la science trouvera une solution éthique vis-à-vis de la prise de décision des véhicules autonomes? Il nous a cité un exemple sur des situations sur la route avec 2 possibilités d'accident entre un jeune et une personne âgée, par exemple. Est-ce que vous auriez des pistes de solutions sur ce sujet? Merci pour cette question. Donc cette question, on évoque le dilemme du tramway, dit autrement. C'est souvent ce sujet éthique, il est abordé. Ma vision des choses, comme le véhicule autonome va fonctionner, ce genre de dilemme ne devrait pas se présenter, puisqu'en fait, là, on est dans des scénarios prospectifs, hein, mais le véhicule va pouvoir analyser à chaque instant, théoriquement, ce qu'il se passe, et pour éviter d'arriver à un tel dilemme, et c'est toute une chaîne à penser. Alors, je ne suis pas spécialiste de la conception des véhicules autonomes. Il y a beaucoup de choses sur ce dilemme-là. J'ose espérer qu'on aille vers des systèmes qui, justement, évitent d'avoir ce type de dilemme. En fait, l'enjeu du véhicule autonome, c'est d'arriver à éviter l'accident, donc de ne pas arriver à cet accident-là, en mettant en place de nombreux verrous de sécurisation en amont. Donc, plutôt que d'arriver à une décision binaire 0-1, de se dire j'y vais ou quel choix je fais, c'est de mettre en place des choses en amont qui permettront de réduire la vitesse du véhicule en amont s'il y a une incertitude sur une question, pour ne pas avoir à décider. C'est des enjeux de conception qui dépassent mes propres compétences. Mais sous ce dilemme du tramway, quand on creuse, en fait, on s'aperçoit que cette question, elle ne se posera peut-être pas de cette manière-là quand on y sera.
Je ne sais pas s'il y a des Peut-être compléments. expliquer d'abord ce que c'est que le dilemme du tramway, parce que vous le citez. Et en fait, l'idée, vous m'arrêtez si j'ai tort, c'est que finalement, le tramway, il n'a pas d'autre choix que de rester sur ses rails pour pouvoir s'arrêter. Et puis, avec l'inertie, on va dire, de la rame, eh bien, quand le chauffeur, quand le conducteur fait l'arrêt d'urgence et travaille dans ce sens-là, ben, il n'a qu'à attendre, on va dire, le choc. On est d'accord, c'est ça? C'est ça, ouais. On est d'accord. Eric? Il y a eu à Lyon, il y a quelques années, les entraîneurs de Jacques Cartier, justement, qui étaient sur la véhicule autonome. Donc, ça sera. Il y avait quand même beaucoup plus de spécialistes. Je ne suis pas, parce qu'il y avait tous les constructeurs, dire que leur règle, ce sera le code de la route, quoi. Et la sûreté du conducteur, ils ne sont pas sûrs qu'ils auront la capacité à pouvoir déterminer l'âge, le sexe, les chances de survie. Donc, ça sera quelque chose à discuter, mais à mon avis, comme vous l'avez dit, l'objectif, c'est effectivement s'il n'y a pas ces confrontations. Le problème va avoir lieu quand les deux systèmes vont exister, les véhicules autonomes et les autres. Et donc, du coup, là, ça sera assez complexe. Mais on peut espérer que le système soit tel que le véhicule autonome puisse régler ce problème de conflit potentiel. On peut l'espérer. C'est compliqué. Il faut l'espérer. Alors, il y a une autre question. Il n'y a pas d'autres questions, Mickaël, pour l'instant? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parce que, évidemment, dans cette période, alors vous avez parlé de virus tout à l'heure, moi, ça m'a fait penser à la période qu'on vit. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sébastien. Sébastien Majou, Suez. Par rapport aux enseignements qu'on peut avoir issus, par exemple, de l'aéronautique ou des pilotes d'avion, quelles sont ces expériences qu'on pourrait mettre à profit finalement pour un peu plus de sécurité routière? C'est une très belle question. Évidemment, sur tous ces enjeux de conduite automatisée, l'aéronautique a des années de réflexion d'avance sur la problématique du routier. Il y a beaucoup de choses qui se transfèrent de l'un à l'autre sur les activités de supervision. La difficulté, c'est que la conduite aérienne, elle est d'un niveau de complexité qui est bien moindre que la conduite routière qu'on va trouver. Donc, il y a des choses qui se transfèrent et puis il y a une complexité autour du véhicule autonome qui va être là, à laquelle on ne pourra pas composer. Donc, dans les choses qui se transfèrent, toute la problématique de la coopération homme-machine que j'ai évoquée, en fait, elle est beaucoup abordée dans le domaine de l'aéronautique. Voilà, comment éviter d'arriver à une erreur, toutes ces fameuses checklists par lesquelles on passe pour essayer de décoder toutes les erreurs. Et je pense que ça percole un peu avec les dilemmes qu'on a évoqués. C'est de se dire, pour éviter d'arriver à ce dilemme, essayons de phaser toutes les étapes pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est des choses là où l'aéronautique a beaucoup à nous apprendre. L'utilisation de la simulation, la validation de certains dispositifs par la simulation. De tests individuels aussi, voilà, liés à la compétence et à la performance pour les pilotes. Bien sûr, oui. Oui, la problématique pour les pilotes, c'est de se dire, voilà, quand on roule beaucoup en automatique, on perd la compétence. Donc, dans le cursus des pilotes dans l'aéronautique, il y a des heures de simulation pour maintenir la compétence le jour où il faudra reprendre en main l'avion. Et ça, si on le transfère à la route, de se dire demain on va avoir des véhicules de plus en plus automatisés, est-ce qu'il faut revoir l'apprentissage de la conduite pour maintenir la compétence? Et c'est toutes des questions qui restent ouvertes et qu'il faudra aborder. Ça répond à ta question, Sébastien? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Merci. Oui, donc Emmanuel Magnier, SNCF. Oui, dans la suite de cette question en fait, de l'apprentissage, donc là j'entends bien un apprentissage qui est dans l'interface homme-machine en fait, mais je me posais la question d'autres types d'apprentissage et notamment est-ce que ça a un intérêt et si oui lequel, les échanges entre collègues, des informations, de la formation, quelle typologie de formation, d'information et d'échange serait plutôt à envisager pour donner le plus de prise de conscience et le plus de bons réflexes, entre guillemets, ou d'apprentissage. Okay. Alors, l'objectif d'une formation,
c'est déjà de mettre les personnes en conflit cognitif. C'est-à-dire qu'entre leurs croyances de la conduite et ce qu'ils pensent et la réalité, donc de les mettre en conflit. Donc ça, effectivement, c'est intéressant par des phases auto-évaluatives, tout ce qu'on peut imaginer. Mais ce qui est encore plus intéressant, pour répondre à votre question, c'est de créer ce qu'on appelle un conflit socio-cognitif. C'est-à-dire que moi, j'ai ma croyance, j'ai ce que je pense, et donc de le faire confronter aux autres, ça permet davantage d'engager un changement. Je n'ai pas dit de changer, hein, parce que si c'était c'était aussi simple. Non, mais en tout cas, d'engager une réflexion qui peut-être amener un changement. Effectivement, donc, en termes de pédagogie, on est tout à fait conscient que les conflits socio-cognitifs, les réflexions entre personnes est intéressante, à condition qu'elles soient régulées, parce que si c'est quelqu'un qui vous dit là tu passes ça, il n'y a jamais de radar, et donc tu peux y aller à fond, ou il n'y a jamais de contrôle d'alcoolémie là-bas, donc c'est-à-dire que il faut vraiment avoir des capacités auto-évaluatives très hautes pour être en autonomie dans ces aspects-là. Il faut une sorte de guidance, d'accompagnement. Mais vous avez raison, créer donc des échanges de pratiques, hein, ça existe dans beaucoup de métiers. Hein. En psychologie, par exemple, moi, j'ai des échanges de pratiques quand je suis en thérapie. En fait, je suis aussi psychologue. Voilà. Mais donc du coup, oui. Mais alors, ça veut dire que c'est pour l'instant de ce qu'on imagine en pédagogie les phases les plus intéressantes. En ingénierie pédagogique, au niveau du club entreprise, nous on appelle ça insinuer le doute. Mais on est là-dedans. Hein, on est dans la même idée de mise en conflit entre un point de vue et un autre. Ouais. Et finalement, on est tout à fait en phase avec ce que vous êtes en train de poser comme question et ce que vous êtes en train d'expliquer. Catherine, vous vouliez rajouter quelque chose ? Le fait d'interagir aussi en groupe est intéressant parce que quand on parle de sécurité routière, en fait, on parle de mécanismes éminemment complexes où il y a beaucoup de régulations qui peuvent s'opérer. Et cet échange entre les perceptions des uns et des autres et la convergence vers des bonnes pratiques, il peut être d'une très forte richesse pour engager tout le monde un petit peu dans l'action. C'est ça l'enjeu, c'est de se dire « Ah oui, j'ai conscience qu'il y a un phénomène et que pour le bien de mon entreprise, je peux mettre en place des choses. » Donc cet échange de bonnes pratiques, la convergence, les représentations qui sont différentes, de se dire « Ah bah tiens, quand tu vis telle situation, toi tu le perçois comment ?» Et puis les confrontations de points de vue, ça peut être un terreau très riche pour... Pardon. Le Centre de recherche et d'études sociologiques d'Oxford avait fait une étude que j'avais trouvée tout à fait intéressante qui estimait que le seuil à partir duquel une population globale pouvait commencer à faire évoluer son comportement, c'était 27,8%. C'est-à-dire que si à partir du moment, notamment dans l'échange de bonnes pratiques, vous avez 27,8% d'une population qui commence à dire, par exemple, j'ai l'intérêt de me garer en marche arrière, je prends un exemple, hein, d'accord. Les autres vont commencer à se dire ah oui tiens c'est peut-être pas si bête. Voilà. Moi je prends ça, c'est tout l'intérêt de ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui. La remise en question. Ouais, non, c'est d'autant plus qu'on en a parlé un petit peu de ce biais d'optimisme. Donc en fait les conducteurs se croisent tous bons. J'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un qui m'a dit je suis hyper mauvais, apprenez-moi à mieux me comporter. Ça j'ai pas rencontré. Bon. Mieux que les autres. Ouais. Donc Et en fait, on surestime non seulement cet aspect-là, mais non seulement on se croit meilleur que les autres. Hein, si vous les voyez conduire, les autres, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont mauvais. On se croit meilleur que les autres. Et en plus, on se croit meilleur que soi-même. Et ça nous oblige à renvoyer un regard, un effet miroir sur qui il est réellement. On en revient à ces capacités auto-évaluatives, à cette auto-évaluation de qui je suis. C'est-à-dire que puisqu'on se croit tous meilleurs que les autres et meilleurs que ce qu'on est réellement, il faut nous montrer un vrai regard. Moi, vous savez, je mets un petit t-shirt, je ne me sens pas gros, parce qu'il est large. Mais si vous mettez un miroir, sauf si j'ai les yeux cachés, je vais bien me voir gros. Mais malgré tout, j'ai quand même des mécanismes de défense. Parce que j'ai des mécanismes de défense. Donc, c'est-à-dire que, vous voyez, donc, amener quelqu'un à s'auto-évaluer réellement sur ce qu'il est, il ne s'agit pas de le décréter. Hein, c'est ça qui est compliqué. Parce qu'autrement, on serait tous sportifs, on ne boirait pas d'alcool quand on va conduire, on ne fumerait plus, enfin, on ne mangerait pas gras, on ne mangerait pas salé, on aurait l'hygiène de vie parfaite et on serait tous parfaits. Ce qui est intéressant,
les leviers pour modifier les comportements, c'est justement ce que j'appelle moi ce biais de calibration, quand je surestime ou je sous-estime mes capacités. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être travaillé constamment, parce que finalement, on a tous un jugement sur notre capacité à conduire, à performer au travail. Et il y a les faits du terrain, la réalité du terrain. Et de temps en temps, cet écart entre le jugement que j'ai et la réalité de terrain, on ne l'entend pas toujours. Et c'est alors que c'est là qu'on guide des comportements. Et la surestimation des capacités de conduite va en faire qu'on se surexpose à un risque, parce qu'on surestime. Voilà. Et la sous-estimation des capacités de conduite, c'est qu'on va limiter à tort aussi une personne âgée qui va sous-estimer ses capacités. Elle va limiter à tort sa mobilité ou l'usage de la conduite parce qu'elle croit qu'elle est plus forcément capable. Alors, Catherine, vous me donnez une occasion rêvée de rebondir sur la dernière question que nous allons avoir. Dans la formation ISRE que nous avons, intervenants de sécurité routière en entreprise, on parle justement des leviers et des biais de motivation. Et là, finalement, ce dont on est en train de parler, c'est l'influence du groupe de pairs aussi. On est bien d'accord, ce qui est énorme. Il y en a d'autres de leviers de motivation pour influencer, pour aller dans le sens de la réflexion individuelle, amélioration collective aussi. Si vous aviez des personnes de nos entreprises face à vous et que l'un d'entre nous, du coup, vous dise à tous les trois, je m'adresse vraiment à tous les trois, oui, ben moi, la fatigue, je vois pas le problème, je vois pas le problème de vigilance, j'ai jamais eu d'accident, donc a priori, je suis quelqu'un qui conduit bien, j'ai pas de soucis particuliers, alors... à la limite, tu me parles de téléphone portable, mais alors tu me parles de fatigue et de vigilance, je vois pas le truc. Qu'est-ce que vous diriez, d'une manière extrêmement simple, chacun avec vos champs d'expertise, à cette personne qui vous tient ce discours? Ah oui, je crois qu'on est tous un petit peu... Bon. Parce que c'est vraiment le point difficile, c'est les axes d'intervention là-dessus. Vous le diriez avec votre expertise, par exemple? Alors, d'une manière simple. Alors déjà, je réduirais sa croyance dans sa capacité à tout maîtriser. Excusez-moi. Je réduirais sa croyance à tout maîtriser. Des exercices de conduite simple, parce qu'il pense qu'il freine en une seconde, lui montrer quand ce qu'il croit et ce qui se passe réellement, il n'en est pas là. D'accord. Donc des exercices pratiques, du kinesthésique. Mais qui lui montrent son incompétence. Ok. Donc, parce qu'on est tous incompétents, mais on se croit tous bons. Oui. Voilà. Donc ça serait, mais c'est pas sur la fatigue. Mais déjà, pour mettre en doute déjà sa croyance de toute puissance. Déjà. D'accord. Après, sur la fatigue, le paradoxe, j'ai dit tout à l'heure, c'est que la société, le monde du travail, la vie sociale et familiale nous incite à... j'ai même des gens qui me disent des fois en thérapie, mais j'ai l'impression que quand je dors, je perds du temps. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Oui, donc c'est que beaucoup de personnes qui disent ça. Et pour revenir aux gens qui surestiment ou sous-estiment, c'est pas forcément volontaire, c'est une vraie croyance qu'ils ont. Quand ils vous disent qu'ils sont bons et ainsi de suite, ou qu'ils sont mauvais, ils sont pas là pour mentir. Vous voyez peut-être des fois en entreprise, quand vous faites l'entretien annuel de compétences, vous avez peut-être une vision de la performance du travailleur et il y en a une autre. Il n'est pas forcément en désaccord avec vous parce qu'il veut être en désaccord, c'est sa croyance. Donc là, moi, le premier truc, c'est la croyance. Alors comment on peut travailler la croyance que quand on est fatigué ou qu'on n'est pas attentif, on peut résister, on peut s'en sortir? Vous me collez un petit peu une colle, il faut que j'y réfléchisse un petit peu là. Déjà le mettre en doute. Ouais, le doute. Déjà mettre en doute. Ouais. Sur ses compétences en tout cas. Déjà mettre en doute sur ses compétences. On a bien entendu. La mise en doute, elle est hyper importante parce que c'est la brèche qui va faire qu'après on va regarder l'événement différemment. C'est l'endroit dans lequel on va percer pour que l'eau s'infiltre. Et la difficulté du concept de fatigue, c'est qu'il est tellement flou que quand on en échange, quand vous dites, je veux dire à quelqu'un qui dit la fatigue, je ne connais pas, je ne suis pas sûre qu'on s'entende entre l'émetteur et le récepteur sur cette notion de fatigue. Parce que pour moi, quand il y a fatigue, ça veut dire qu'il y a eu un effort derrière. Et aujourd'hui, le travail, il n'est pas forcément physique au sens de l'effort physique qui générait de la fatigue. Et c'est de la fatigue cognitive, intellectuelle, très souvent, qui est sournoise parce qu'on ne l'aperçoit pas. Donc du coup, ce serait d'aller dire aux salariés, ouais, la fatigue, tu connais pas, mais est-ce qu'il t'arrive dans tes activités de faire des petites erreurs, des erreurs récurrentes? On n'a pas conscience des... Donc de lui poser des questions. De questionner. Alors, voilà. Si je résume ce que vous êtes en train de nous dire tous les deux, et après on va laisser parler M. Montéjourdan, finalement, mettre en doute ses compétences,
lui poser des questions pour lui montrer que, déjà peut-être expliquer ce que vous avez fait dès le départ, expliquer la différence entre fatigue, vigilance, somnolence, peut-être lui montrer que c'est peut-être pas fatigué, mais peut-être pris dans son travail avec un défaut d'attention, lui montrer les petites erreurs, ou lui faire mettre le doigt plutôt sur les petites erreurs qu'il fait d'une manière récurrente. Ça pourrait être déjà un biais. Monsieur Montet-Jourdan. Moi, je réfléchis par rapport à nos actions de communication et de prévention. En général, quand on veut appeler l'attention sur un risque, on met en avant des statistiques. C'est ce qui rejoint ce qu'on se disait au tout début. Je peux dissuader quelqu'un d'utiliser son téléphone portable au volant en m'appuyant sur des statistiques très précises qu'on est en train de développer au niveau régional d'ailleurs pour dire dans X% des cas, c'est typiquement ce qui cause un accident grave, le fait d'utiliser un distracteur. La vitesse, évidemment, l'alcool, les stupes, on peut avoir des arguments très rationnels. Travailler sur du factuel. Voilà, du factuel. Ouais. Là, comme on le disait au début de cet échange, pour l'instant, on manque de cet outil-là. On n'a pas, et il faudra le faire, on n'a pas d'études permettant de mettre en exergue le facteur fatigue dans les accidents. Donc, je n'ai pas cet argument-là. Ouais. Pour autant, du coup, on est sur un vrai sujet d'études. Il faut revenir sur ce que vous venez de dire, c'est-à-dire faire de la pédagogie. Nous, il faut qu'on trouve des slogans, comme on le fait, enfin des slogans assez concis en matière de communication, fondés sans doute sur une approche un peu plus individuelle que statistique. C'est cette difficulté de trouver des messages forts et clés. Par exemple, quelqu'un qui utilise le téléphone au volant et qui va faire un texto, il multiplie par 23 son risque d'accident, le fait de faire du texto. Bon, ça, c'est un message fort qu'on peut donner en disant, ben voilà, ne textotez pas au volant. C'est fort, mais c'est pas suffisant. Mais c'est pas suffisant parce que qu'est-ce que ça veut dire pour quelqu'un qui... Je multiplie par 23 mon risque d'accident, mais j'ai jamais eu d'accident de ma vie. Je multiplie 23 par 0. Et voilà, la perception des gens, elle est là. Donc, ouais. Et le risque, finalement, il n'est pas bijectif. En fait, si vous voulez, c'est pas... t'es pas fatigué, t'as pas d'accident. T'es fatigué, t'as un accident. C'est pas comme ça que ça se passe. On a la même problématique sur le tabac. Tout le monde a entendu les messages « fumez-tu ». On a même sur les paquets de cigarettes, des photos, je ne fume pas, donc, mais qui moi me semble horrible. Mais on voit bien que c'est complexe. C'est-à-dire que la connaissance du phénomène ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer de réduire les problématiques d'attention et de vigilance uniquement par la simple connaissance de ce que c'est. C'est ça qui est compliqué. Donc forcément, il faut faire un travail de groupe. On a forcément sur un groupe de 12 personnes des gens qui se sont soit presque endormis ou qui se sont endormis, ou des gens qui ont été surpris en étant sur leur téléphone. Donc je verrais bien, moi, en termes d'ingénierie pédagogique, quelque chose qui serait, on travaille sur le doute, mais on peut faire aussi des exercices sur le doute cognitif. Il y a tout un tas d'exercices où on peut mettre en évidence les surcharges mentales, les traitements faussés avec des erreurs, leur montrer qu'on en fait des erreurs, alors que là on est attentif à l'erreur parce qu'on la recherche, et puis travailler sur une dynamique de groupe où on va faire des échanges sur des gens qui ont des expériences. Donc, mais c'est quelque chose de complexe. Mais ce que je peux juste dire, oui, au niveau de mon expertise, c'est que la connaissance ne suffit pas. On est bien d'accord. Mais écoutez, je crois qu'on va déjà tous vous remercier tous les trois pour cet excellent étang d'échange, de conversation et surtout de richesse, de connaissances que vous pouvez avoir. C'était vraiment un moment extraordinaire de partage, de prise de connaissance aussi, puisque finalement on ne se connaissait pas avant. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'on pourrait peut-être travailler ensemble sur certains aspects liés au monde de l'entreprise. Ça pourrait être très très intéressant. Que vous dire, à part maintenant, merci. Voilà, je crois qu'on peut déjà vous applaudir et vous remercier. Nous allons passer maintenant à la dernière phase de cette matinée, qui est la phase signature, de nos chartes d'engagement avec nos deux entreprises qui aujourd'hui nous ont rejoints pour s'engager ou se réengager. Voilà, puisque le réengagement réel, notamment pour Bouygues. Eh bien, je vais d'abord laisser la parole à Monsieur Montet-Jourdan, qui a quelques chiffres, je crois, à nous donner, me semble-t-il. Voilà. Je vous laisse prendre la parole ou vous mettre au pupitre comme vous le souhaitez, monsieur. Allez-y. Pour mettre en exergue les accidents professionnels
les accidents dans le contexte professionnel par rapport à nos données générales, je voulais effectivement vous détailler quelques chiffres sur tout simplement les 2 dernières années. Donc, je rappelle que l'accident professionnel, c'est celui qui est caractérisé par un accident où au moins un des usagers se déplace soit pour effectuer un trajet domicile-travail, soit dans le cadre d'une utilisation professionnelle. Donc, on reste dans ce cadre-là. À cette aune-là, en 2020, sur un nombre total de 2009 accidents, nous avons eu 758 accidents professionnels, soit 38%. Pour un nombre de tués en 2020 de malheureusement 36, le nombre de tués dans des accidents professionnels représentait 17 personnes, 47%. Sur nos blessés, sur un nombre total de blessés de 2569, nous avons eu 977 blessés professionnels, soit 38%. Alors l'année 2020 a été un peu exceptionnelle, comme on l'a indiqué, à cause de la gestion de crise sanitaire. On peut prendre les chiffres de 2019. Nombre d'accidents total, 2523. Nombre d'accidents professionnels, 938, soit 37%, soit un petit point de moins qu'en 2020. Le nombre de tués, on en a eu 61 en 2019, donc un chiffre bien plus significatif qu'en 2020 et plus proche de ce qu'on a connu ces dernières années. Le nombre de tués professionnels, 17, soit 28%. S'agissant des blessés, on a eu en 2019 3250 blessés au total. Le nombre de blessés dans des accidents professionnels était de 1179, soit 36%. Donc, bien que les conditions de circulation soient très différentes entre l'année 2019 et l'année 2020, on constate au final des ratios proches. Des accidents, le ratio accident professionnel est de 38% en 2020, 37% en 2019. Celui des blessés de 38% en 2020 contre 36% en 2019. Il n'y a que le ratio tué qui diffère, mais 47% en 2020 contre 28% en 2019. Mais c'est lié au fait essentiellement que nous avions bien moins de déplacements, entre guillemets, loisirs en 2020, compte tenu des restrictions liées à la crise sanitaire. Donc, si on évoque ces chiffres, c'est juste pour le fait, c'est pour souligner le fait qu'en matière de sécurité routière, c'est une cible prioritaire sur laquelle nous devons travailler, la cible des accidents professionnels. Je le disais tout à l'heure, on perd 4,1 millions de journées de travail en France chaque année à cause de ces accidents. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on puisse faire vivre ce club entreprise dont la préfecture est partie prenante depuis l'origine. Et donc je me réjouis qu'aujourd'hui on puisse accueillir de nouveaux partenaires avec la signature de cette charte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, je crois qu'on a encore beaucoup de travail au niveau du club entreprise, mais il y a aussi une chose que je voulais dire, puisque l'objet de la réunion était la vigilance, et je crois que vous allez être d'accord avec moi tous les trois, c'est que dans dans la courbe que Eric, allez, on va le dire comme ça, que Eric nous a montré, c'est qu'à 11h, on était particulièrement vigilants. Voilà. Et ben, je crois que nous allons être pile poil, on va dire, dans cette signature, dans une vigilance absolue. Et vos chiffres tombent merveilleusement bien pour être attentif à ce facteur qui est malheureusement pas assez évoqué. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, je vais appeler sur scène tout simplement les deux entreprises qui ont signé. Alors, je vous laisse vous positionner ici. Alors, vont signer ces deux structures et pouvoir s'exprimer. Je voulais aussi, et avant toute chose, vous dire que dans le club entreprise, nous avons des partenaires sans lesquels nous ne pourrions pas travailler aussi correctement que cela. Donc, parmi les partenaires, je cite en premier lieu la préfecture du Rhône et la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes, puisque réellement, qui sont partenaires avec nous depuis le départ, moi je le dis avec beaucoup d'humilité, sans vous, on ne pourrait pas faire grand-chose.
Voilà, donc merci beaucoup d'être à nos côtés. Cette dimension pour nous d'échange et de partenariat est vraiment indispensable. Parmi nos partenaires, il y a également l'IAE Lyon qui nous accueille aujourd'hui. Christian Varinard, qui est le directeur général de l'IAE Lyon, devait être là aujourd'hui et finalement est retenu sur une réunion. Sa collaboratrice nous a rejoints. Voilà, Valérie Burdin, je t'en prie, tu peux venir avec nous. Avec plaisir. Elle veut pas. C'est une timide. Ah oui, allez, fais-nous plaisir. Voilà. Valérie nous rejoint. Valérie est l'assistante de Christian Varinard. Donc, pas possible qu'il soit là aujourd'hui, on le fera signer ultérieurement. Et nous avions également la Massif qui devait être présente, qui est également un de nos très bons partenaires et avec lequel on compte énormément, qui ne peut pas être présent physiquement, mais qui est présent grâce à la technologie, virtuellement, ultérieurement. Et nous avions également la Massif qui devait être présente, qui est également un de nos très bons partenaires. Un décalage. Énormément. Voilà, c'est bon. Une petite erreur technique. Et j'ai le plaisir d'accueillir d'une manière virtuelle Patrice Gonzalez, qui est un partenaire de très longue date pour le club entreprise. Donc merci Patrice d'être avec nous aujourd'hui. Alors ça ne marche pas. On te voit mais on ne t'entend pas. On ne peut pas tout avoir. Merci d'être avec. C'est peut-être la régie à gérer là-bas. On n'a pas le son de la personne qui parle. Attends. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Je continue l'explication, on va trouver la solution technique, Patrice. Hein ? Voilà, on va trouver la solution technique. Et donc nos deux entreprises signataires aujourd'hui, donc Bouygues Bâtiment Sud-Est et SNCF, alors je ne sais jamais le dire, SNCF Réseau, Direction Territoriale Auvergne-Rhône-Alpes. SNCF, ça va ? SNCF Réseau, ça va très bien. Voilà. Est-ce qu'on a trouvé une solution pour que Patrice puisse parler ? Non. Est-ce que Valérie, tu fais un PO pour la signature ou tu ne te permets pas de le faire ? Tu ne te permets pas de le faire. Voilà. Eh bien, ça arrive. C'est les biais, les problématiques. On le fera signer ultérieurement. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je vais commencer tout simplement par faire signer les entreprises et nous signerons ensuite, nous qui sommes présents, dans un deuxième temps, si cela vous convient, Monsieur Montéjourdan. Eh bien, alors, par ordre alphabétique, commence Bouygues Bâtiment Sud-Est. Monsieur le pupitre, c'est à vous. Je commence par signer ou... Alors, comme vous voulez, vous savez. Super. Donc, je suis très heureux de pouvoir signer cet engagement auprès du club. Alors, Bouygues Bâtiment Sud-Est, nous sommes la filiale de bâtimentaire de Bouygues Construction. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près 600 salariés. Dans nos gènes, on a la politique prévention-sécurité sur les chantiers, bien évidemment, mais également globalement vis-à-vis de nos salariés. Et il y a quelques années, nous avions beaucoup d'accidents de trajet parce que nous sommes dans une profession où notre lieu de travail est extrêmement mobile, puisque ça dépend de notre activité. Et donc, on a engagé depuis maintenant quelques années une politique de prévention en matière de sécurité routière. Et on a la volonté de poursuivre et d'accentuer celle-ci, notamment en partageant les meilleures pratiques de la profession dans les entreprises. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de rejoindre aujourd'hui le club des entreprises de la sécurité du Rhône. De rejoindre. Je crois qu'il y a eu un petit intervalle ou intermède, mais je pense que c'était plus lié à la crise sanitaire. Donc, très heureux.
Bonjour à tous. À la SNCF, on dit toujours que la sécurité, ce n'est pas une option, c'est un préalable. Donc, au sein de cette culture sécurité du groupe, la sécurité routière, c'est quelque chose d'assez important, de même très important, ne serait-ce que déjà en termes de chiffres. Parce que c'est une masse énorme de déplacements. Il y a un chiffre que moi j'ai appris à l'occasion de cette semaine de la sécurité routière, c'est que l'ensemble des agents du groupe SNCF, ils font 9000 fois le tour de la Terre en voiture par an pour vous faire rouler en train. Donc, une masse énorme, 20 000 véhicules à l'échelle de la France, 15 000 pour la société SNCF Réseau que je représente aujourd'hui, et encore toujours trop, 100 accidents de travail à peu près par an, suivis d'un arrêt de travail. Donc on a là, on va dire, un enjeu extrêmement fort. Ce que je pense aussi, c'est qu'on a un enjeu sur lequel tout le monde, c'est un exemple sur lequel tout le monde peut jouer. C'est un exemple de sécurité sur lequel tout le monde peut jouer. On est tous utilisateurs de la route, que ce soit en termes de conducteurs, de piétons, de vélos. Et c'est l'exemple même sur lequel chacun peut, à mon avis, jouer, à la fois en respectant, via une politique d'entreprise. Et puis j'étais assez intéressé à ce qu'on disait tout à l'heure, via les interactions qu'on peut avoir entre collègues, entre conseils qu'on peut se donner, recommandations, attention, bienveillance, attention, t'es fatigué, tu conduis pas. C'est vraiment quelque chose sur lequel tout un chacun, toute personne du groupe SNCF peut jouer. C'est également important parce qu'on a un rapport à la sécurité routière qui est un peu particulier, parce qu'on est un acteur de sécurité routière via la sensibilisation qu'on a à charge et à cœur de faire au niveau des interactions entre le réseau ferroviaire et le réseau routier. On a beaucoup d'actions de sensibilisation en école pour comprendre, notamment au niveau des passages à niveau qui sont malheureusement encore, même si on tente de les faire diminuer, des lieux d'accidents dramatiques. Donc finalement, on a cet engagement qui est de longue date, mais c'est un engagement qu'il faut faire vivre, et donc c'est pour ça que c'est important d'échanger avec d'autres entreprises, d'apprendre. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui, et donc c'est pour ça que c'est avec une grande conviction que j'engage SNCF Réseau Aura au sein de ce groupe, et puis que je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui l'ont créé et qui le font vivre. Nous vous remercions beaucoup. Et donc c'est parti. Vous voilà engagé. Monsieur Rotéchon. Je remercie ces deux importantes entreprises de signer cet engagement aujourd'hui avec nous. Donc, c'est avec plaisir aussi qu'au nom du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je signe l'avenant à la charte d'engagement pour la période 2018-2022. Je saisis aussi l'occasion pour remercier les intervenants pour la qualité de ce qu'ils nous ont apporté aujourd'hui. Et puis, je pense que ça ouvre des pistes de réflexion très intéressantes en matière de sécurité routière. Et merci aussi pour l'organisation de cette matinée. Je n'ai pas été seule. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons Patrice Gonzalez, d'une manière ou d'une autre? Alors, est-ce que ça fonctionne par l'ordinateur? Je ne sais pas. Non. Eh bien, je vais l'appeler et on va mettre le micro avec. Eh ben, on va faire. Système D, je suis désolé. Mais non, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de mal à faire ça. Coupe ton micro. Je coupe sur mon côté. Oui. Excusez-moi. C'est pas facile. Alors, nous t'entendons. Alors, est-ce que mon micro peut... Mon micro ne marche pas. Est-ce qu'on m'entend là? Oh. Ça y est. Est-ce que mon micro marche? C'est mon micro qui ne marche pas. Attends 2 secondes, Patrice. Oui. 1, 2, 1. Celui-là marche. Super. Oui, donc on t'entend et on va pouvoir tous t'entendre. Donc un petit mot, Patrice, merci d'être avec nous d'une manière virtuelle aujourd'hui, mais très présent au niveau du club. Donc moi, je voulais vraiment, au nom du club entreprise, remercier Massif Prévention aussi, pour être si présent sur toutes nos actions, nous accompagner dans tout ce que l'on fait, dans nos formations aussi. Et je te laisse la parole. Oui, merci
Florence. Désolé de ne pas avoir été là avec vous en présentiel. Il est vrai qu'on a des consignes un petit peu draconiennes au niveau de notre entreprise, mais probablement liées à la prévention de la santé des salariés. En tout cas, ravi d'être là et merci à Michael Lopez et à la technique d'avoir pu me permettre d'être parmi vous là. En tout cas, je voulais vous féliciter pour la qualité de la table ronde, mais bon, je n'avais pas de doute là-dessus puisque depuis le temps que nous pratiquons au niveau du club, je sais que les actions qui sont menées sont toujours d'une très grande qualité. Et c'est un peu aussi pour ça que ça fait plusieurs années que nous sommes partenaires du club et que nous avons pu, comme tu l'as dit Florence, venir en soutien d'un certain nombre d'actions qui ont pu être menées. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la Massif, qui est une mutuelle d'assurance qui affiche aujourd'hui plus de 5 millions de sociétaires, dont 750 000 sociétaires en Auvergne-Rhône-Alpes, donc une grosse région. Nous sommes premier assureur automobile en France en nombre de contrats, plus de 6 millions de contrats automobiles, et nous faisons de la prévention depuis plus de 30 ans. Nous avons plusieurs axes, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout les dangers de la route, avec la volonté d'intégrer vraiment la sécurité routière dans nos ordres, au cœur de notre offre assurantielle. Et nous réalisons un certain nombre d'actions. J'en profite pour saluer ma collègue Evelyne D'Antoni qui participe pour le compte de la Massif au club et qui pilote l'organisation des actions en Auvergne-Rhône-Alpes sur la prévention. Nous finançons des stages de formation. Donc nous réalisons des actions, je le disais, auprès de nos sociétaires, mais aussi nos salariés, bien sûr. Sur le sujet d'aujourd'hui et notamment sur la question de la voiture autonome, il faut savoir que la Massif a intégré le laboratoire initié par Michelin, qui est le Moving On Lab, et c'est un laboratoire qui travaille à la question justement de cette approche de la voiture autonome. Nous, ça nous intéresse au premier chef parce que ça impacte notre métier d'assureur. Donc on est là en ce moment vraiment partie prenante des réflexions d'avenir sur ces nouvelles mobilités qui arrivent. Donc ça rejoint bien ce qui s'est dit ce matin. Voilà, alors après, je ne vais pas faire l'exhaustivité des actions que nous menons. Nous travaillons également sur l'aspect moto à la promotion du gilet airbag, qui est une protection importante au-delà de la question du port du casque et des vêtements, bien sûr, aujourd'hui obligatoires. On essaie d'avoir un temps d'avance sur la législation pour essayer de faire pousser justement à ce que la législation prenne en compte la nécessité de vraiment protéger les motards. Et bien sûr aussi la question des automobilistes. Donc voilà, en tout cas, je me félicite que la Massif soit partie prenante du club et que le club continue à se développer et à mener de belles actions et à s'adapter à l'ère du temps avec justement notamment les petites capsules qui sont très intéressantes, qui sont bien adaptées à la visio, notamment au tuto, à l'habitude qu'ont les jeunes aujourd'hui d'aller sur les réseaux sociaux pour voir et toucher et comment dire être sensibilisé au tuto. Et là, c'est une bonne occasion de les sensibiliser à la prévention. Voilà, j'en terminerai. Je vous remercie encore et je souhaite longue vie au club. Merci beaucoup, Patrice. On te fera signer également ultérieurement, enfin, Madame Henry, Nathalie Henry, qui vous représente. Tu nous entends toujours? Tout va bien? Oui, parfait. L'idée vraiment ici est de continuer à faire perdurer le club avec l'ensemble de nos partenaires. Je redonne le téléphone à Michael pour pouvoir clôturer, puisque nous avons dit que nous terminions à midi et finalement... je crois qu'on est totalement dans les temps. Et si vous me permettez simplement, je vais clôturer par une petite anecdote pour finaliser l'ensemble de cette belle journée, de belle matinée ensemble. J'ai eu à analyser un accident où la notion de vigilance et la notion de fatigue étaient très présentes. Et la personne qui était à la fois victime et auteur de l'accident nous dit « Je vais arriver à temps ». Et son encadrant a eu un mot dont je me souviendrai toujours. Il a dit « Je préférais attendre que tu arrives ». Donc, faire baisser peut-être un petit peu le rythme, comprendre les choses différemment,
Je n'ai plus de... Si. Travailler différemment, c'est peut-être aussi le challenge de ces prochaines années. Aujourd'hui, avec ce qui nous est arrivé entre 2020 et début 2021, on a appris à travailler différemment. On a sans doute compris aussi, le télétravail a fait un bond, que la gestion des risques, c'est aussi parfois ne pas prendre la voiture. Voilà, tout simplement. Travailler différemment, c'est aussi communiquer différemment. Patrice Gonzalez le disait à l'instant, c'est faire une nouvelle communication, travailler d'une autre manière et travailler peut-être avec plus d'intelligence en se servant, et là je rends vraiment hommage à nos deux intervenants qui travaillent beaucoup sur notre cerveau humain, c'est réfléchir un petit peu aux choses que l'on fait et les faire avec plus d'intelligence. En tout cas, merci à tous. Merci pour votre présence, merci pour votre signature, chères entreprises. Merci, Monsieur Montejourdran, d'être là et de toujours nous accompagner pour nos actions, malgré votre emploi du temps qui est un peu comme le nôtre, on va dire surchargé. Mais merci beaucoup. Merci au comité de pilotage. Merci beaucoup à l'IAE de nous avoir accueillis et de nous avoir autant aidés dans cette manifestation. Je dirais également longue vie au club. Et c'est la fin.